Aujourd'hui, je vais avoir quatre guests. Le premier, ça sera Tarek Safedine, qui est notre Belge qui nous représente à l'UFC. J'aurai après ça Bacha Vallon, un des meilleurs entraîneurs en Belgique. Attends, j'ai des connexions là. J'ai un petit déconnexion. Ok, non, 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 c'est bon. Après ça, après Vallon, qui est un des meilleurs entraîneurs de Belgique, j'aurai en pied-point et être coach en MMA. Après ça, j'aurai Serge Rademacher, que beaucoup de gens le connaissent, c'est un journaliste sur VooSport. Il est commentateur, présentateur en foot, boxe et MMA, qui a même déjà dans les organisations, dans les bonnes organisations, il fait aussi le commentateur aussi. Et puis, on aura Christophe Van Dijk, notre judoka international, qui fait aussi du MMA et qui vit en Thaïlande. Lui aussi, il a accepté l'invitation. Donc, j'ai hâte de parler avec les quatre. Ça va être sympa. Quelques petites questions, on va parler un peu. Je ne joue pas vraiment les journalistes, mais comme ça, un peu, les personnes peuvent un peu écouter, entendre un peu, ça change un peu pendant ce confinement aussi. C'est quand même un confinement de merde, vraiment de merde, parce que ça a bloqué tous les secteurs, tous nos amis sportifs, tous, malheureusement, ils sont tous bloqués. On ne sait rien faire. Même moi, en tant que management, j'ai 8 derniers combats qui ont dû s'annuler, 7, 8, quelque chose comme ça. Donc, voilà, quoi. Je sais que tout sera reporté, mais le temps que tout se reporte, voilà quoi. Faut encore un peu attendre. Vite, vite, le déconfinement. Pour ceux qui savent, je m'appelle Gökhan. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Bah, je m'appelle Gökhan. Je manage pas mal de combattants. J'étais aussi un ancien entraîneur. J'étais aussi combattant. Pas une grosse carrière. J'ai une petite carrière. Mais c'est bien de savoir tout ça. Alors, on va appeler notre premier invité, notre ami Tarek Safedine. Je vais l'appeler maintenant. Alors, Tarek. Il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là, Tarek. Hmm. Alors, Tarek. Normalement, on ne va pas dépasser 10 minutes. Si ça dépasse un tout petit peu, je prends directement le prochain guest. Alors, notre ami Tarek. Ouais, 19h. 19h. Alors, Tarek. J'attends que Tarek soit en ligne pour qu'on puisse commencer avec Tarek. Je recontrôle. Il n'est toujours pas là. Tarek. Tarek n'est pas là. Il est chez lui en ce moment, 10h du matin. Alors, Tarek. Bah, j'attends Tarek. Dès qu'il est en ligne, on est parti. Il est là. Je l'appelle. Salut mon ami, Ça va, Tarek, tu vas bien? Quoi de neuf, mon ami? ça va et toi? Ça va, ça fait Je suis longtemps. Ça fait longtemps, je suis désolé, j'avais pas compris comment je devais me connecter d'abord, tu devais m'inviter, voilà, désolé. Tu sais que j'ai déjà fait 1000 tests, je te jure, avant de commencer tout ça.
Je me mettais aussi sur en ligne, je savais pas, maintenant j'ai un peu compris. J'espère juste que ce sera pas bloqué. On a un peu la malchance. Tu vas bien, Tarek? Quoi de neuf? Ça, ça va et toi? Ça va? Comment... C'est le matin, là, 10 heures du matin? Ça va bien, les oiseaux chantent, il fait beau, tout va bien. On va pas se plaindre. Quoique chez nous aussi, on commence à entendre les oiseaux depuis le confinement. Comment se passe le confinement? Comment est la vie à Temecula? Avec toutes ces situations de Temecula, de confinement. Eh ben écoute, ça va. On n'a pas à se plaindre, nous ici, on est dans une petite ville, donc il y a quoi? Il y a 100 000 habitants. Et les gens ont l'air de prendre ça plutôt bien. Ils vont continuer à faire les courses, évidemment, et tout. Il y a quelques business qui restent ouverts. Mais on n'est pas aussi impacté que par exemple des grandes villes comme New York ou la Californie, elle est plutôt bien pour l'instant. Donc on n'a pas à se plaindre et il fait beau. Donc, Vous avez aussi on peut aller des, dehors. vous avez aussi des, quoi qu'il fait vraiment tout bon toute l'année, hein, comme j'avais vécu aussi un peu à Temecula. Ouais. Il fait beau vraiment toute l'année là-bas, même quand c'est l'hiver, il y a toujours du soleil. Est-ce que là-bas c'est, Je ne vais pas me plaindre. ça, je m'en doute ça. Est-ce que là-bas aussi, tu te retrouves aussi avec des files quand tu vas dans les grands supermarchés et tout? C'est un peu comme ici ou alors Ouais. c'est un peu plus cool? Ouais, quand tu es dans les gros magasins comme Costco, donc c'est un peu les ventes en gros, tu as 2 heures de file presque pour rentrer dans le magasin, surtout le matin. Et les gens font la file, ils regardent leur distance, ils se règlent leurs Ah, masques, ils se règlent leurs gants. Et ouais, tu dois mettre le temps avant de rentrer dedans, mais voilà, mais au le moins PQ. tout est respecté. Ouais, barbecue. Là aussi, c'est vite comme chez nous. Je te jure. C'est comme chez vous aussi, il n'y a pas de Oh là PQ là, en laisse plus. tomber. J'y étais encore aujourd'hui, hein, c'était encore vide. Sérieux. Je te le jure, Les gens laisse ils font fou. tomber. Et en fait, le problème ici, c'est que les gens, donc quand tout a commencé, ils ont fait des réserves de PQ. Mhm. Et donc ils se sont retrouvés avec une quantité énorme. Et puis il y a, il y a les règles dans les magasins où tu peux ramener tout ce que tu veux avant 30 jours. Mhm. Et donc ce qui se passe, c'est que les gens maintenant, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin autant de papier Et toilette. ils sont Et restés donc avec le barbecue. ils essayent de ramener tout leur papier Un dans les magasins. remboursement. Ah, je te jure, les gens sont graves ici pour ça. Ouais, mais je pense qu'ici aussi, si ça a dû être comme ça. Peut-être quoi que maintenant, les gens, ils se sont un peu rendus compte que c'était pas nécessaire. Et tes enfants, alors donc, il n'y a plus l'école non plus pour les enfants? Plus d'école jusqu'à la fin de l'année, ça reprend l'année prochaine. Ils ont dû grandir, hein. Euh, Tiens, le grand, là, Nati, j'oublierai jamais, là, avec ses kicks qu'il donnait sur le fauteuil, là. Comment t'as fait pour l'attraper à ce moment-là? Tu te souviens quand il donnait c'est le kick? marrant Ça a parce fait le que tour du monde, la vidéo, hein? ça a fait le tour du monde. Cette vidéo, elle a été viral pendant quelques temps, pendant quelques semaines. Et c'est marrant parce on avait posté ça comme ça parce qu'on trouvait ça marrant. Et ouais, ça a fait le tour ouais, ça a fait le tour de plein de sites, d'une dizaine de sites. Ouais, je me Et, rappelle. et je me rappelle, mon fils, quand il était petit, il venait tout le temps à la salle avec moi et me regardait m'entraîner. Et je l'ai jamais, en fait, c'était marrant parce que je l'ai jamais montré quoi que ce soit comme technique, je l'ai jamais entraîné. Tout ce qu'il a fait, c'est m'observer. Et c'est là que tu réalises à quel point les enfants, c'est comme des éponges, Ex- ils absorbent vraiment Comme tout le ce qu'ils père, voient. avec le nickname. Et voilà, comme le père. Et ouais, il a simplement répliqué ce qu'il me voyait faire à la salle. Et même tu l'entendais faire les bruits, il était Ouais, ouais, je me souviens encore de comme si c'était hier. voilà, et donc, Mais tu l'as mis à la ouais, lutte aussi? Tu l'as mis à la lutte aussi, j'ai vu des photos et tout, des vidéos aussi, j'ai vu. Comment ça se passe? Il le fait toujours? ça se passe bien. Non, on a arrêté là, la fin de la saison. Je l'ai sorti de là parce il y avait il avait beaucoup de blessures. Ah, Et ouais, aussi, mon fils, il a une peau sensible. Il a une peau très sensible. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il attrapait tout le temps des petites mycoses ou des choses comme ça. Parce que ah, là-bas, ouais. les tapis ne sont pas très propres. Donc, voilà, je l'ai sorti de là et c'est très dommage parce qu'il a un talent. Je te jure, il a vraiment. Mais Je sais que c'est mon fils, mais il a vraiment. Il est mais très on le fort. voit aussi, on l'a vu aussi Donc, nous-mêmes. je vais peut-être le remettre l'année prochaine. On va voir peut-être une autre parce qu'en fait, ici, le sport, c'est par saison. Ah ouais. Tu fais un sport, tu fais pas de septembre à juin, tu fais style la lutte, c'était de octobre jusqu'à mars. Et après, tu fais un autre sport. Et donc, ça fonctionne par saison, par des tranches de plus ou moins 4 à 6 mois. Et puis, parce que comme ça, tu peux faire plusieurs sports dans l'année. Et
Et donc là, maintenant, il est en soccer, donc en foot. Et on verra pour la prochaine On fois verra. qu'on va faire. Ouais, tu sais, de toute façon, les On enfants touche un peu à tout. changent tellement tout le temps, et parfois on est surpris avec les enfants. Dis-moi une fois un peu, tu t'entraînes avec Valon, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, tu t'entraînes avec Valon, et ça s'est passé très très bien. Dis-moi un peu comment était ta première rencontre, ton premier rapprochement avec lui, parce que tu avais quand même quitté la Belgique depuis longtemps et tous tes camps d'entraînement étaient toujours là-bas. Et puis quand tu es arrivé ici, tu as eu directement, tu as fait connaissance avec lui. Donc comment était un peu ta première rencontre et puis maintenant ça fait des années maintenant que tu es avec lui, enfin pas 2 années, mais tu quand même 3 4 ans déjà, quelque chose comme ça? Ouais, exactement. En fait, Valon, je l'avais rencontré. Moi, évidemment, je le connaissais de nom, par sa renommée en tant qu'entraîneur de kickboxing et Muay Thai en Belgique, sur Bruxelles. Et déjà, bien avant, quand je m'entraînais sur Bruxelles, au tout début même ma carrière d'amateur, j'avais entendu parler de lui en tant que combattant. C'était quelqu'un qui avait fait la transition d'entraîneur et j'avais entendu évidemment beaucoup de bien. Et puis un jour, donc après d'avoir gagné ma ceinture de champion du monde du Strike Du Force, strike pour ça. j'étais venu faire un stage en fait sur Bruxelles et, et Valon donnait cours en fait juste à côté. Et je devais faire une petite séquence de PAO pour une chaîne TV. Et donc j'avais demandé à Valon, hey Valon, est-ce que tu peux, s'il te plaît, juste me tenir les PAO, juste pour faire une petite séquence, une séquence de 10 secondes. Et donc on s'est entraîné là vite fait, puis on a parlé un petit peu. Et j'ai vraiment bien accroché par rapport à. On a interagi là pendant quoi, même pas une minute. Et j'ai vraiment bien aimé ce qu'il m'a dit. Et c'est resté avec moi en fait. Ah oui, Et puis je top suis ça. reparti aux États-Unis. J'ai eu quelques combats encore. Et puis après, j'ai décidé de quitter les États-Unis, de m'entraîner un peu ailleurs. Donc je suis parti au Canada, m'entraîner à Tristar, je suis parti en Belgique, etc. J'ai voulu un peu changer, tu vois, changer ma routine. Et quand je suis parti au Canada pour me préparer pour mon combat contre Jake Ellenberger, Il j'avais t'a même commencé à avoir Muay suivi. Thai. Il t'a même suivi, Valon, hein? Il est même C'est venu. ça en fait. Non, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, Valon, j'aimerais vraiment m'entraîner avec toi. Et j'aimerais bien que tu m'entraînes. Est-ce que tu serais prêt à venir avec moi voilà, à Tristar pour une préparation? Et lui direct, il m'a dit, ouais, vas-y, viens, je te suis, je quitte. Et ça m'a. J'étais là, waouh. On se connaissait, on avait parlé il y a quelques années auparavant, mais c'était arrêté là. Et il m'a dit, ouais, vas-y, viens, je fonce, je suis là avec toi pour les 4, non, on a fait un camp de 6 à 7 semaines. Et il a dit, viens, let's do it. Top Donc, ça, top, top. incroyable, il a tout quitté. C'était dans une période de Noël, il a quitté ses combattants, sa famille, pour venir dormir avec Ah moi ouais, dans les mais camps quand même de 2 3 mois quand Tristar. même pour un camp d'entraînement. C'est quand même quoi? C'est 2 3 mois un camp d'entraînement quand même, non? C'est quand même 2 mois, non? Oui, mais cette fois-là, on avait fait un camp de 1 mois et demi. 1 mois et demi et ça s'est super bien passé. J'avais préparé, j'étais vraiment au top de ma forme. On avait fait une belle préparation et voilà, on avait fait j'ai fait un combat décent. J'aurais pu faire un petit peu mieux, mais voilà, le résultat était là. Et moi, une chose que j'avais vraiment beaucoup apprécié avec Valon et que j'apprécie toujours en tant que personne et aussi en tant qu'entraîneur, c'est sa passion en fait. Ouais, Sa c'est passion vrai ça. pour entraîner. Et ça, c'est quelque chose qui est viscéral chez lui, qui transmet à tous ses combattants. Le mec, il transmet sa passion, sa volonté de vouloir donner à ses combattants, que tu retrouves très 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 peu chez d'autres entraîneurs. Et ça, j'ai vraiment. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, quand je m'entraîne avec des entraîneurs, j'aime bien m'entraîner avec. Par exemple, si je m'entraîne en boxe, je m'entraîne avec un entraîneur de boxe. Je m'entraîne en Muay Thai, je m'entraîne avec un entraîneur de Muay Thai. Si je m'entraîne en lutte, je m'entraîne avec un entraîneur de lutte. C'est pas spécialement des gars qui savent un peu tout faire. J'aime bien qu'ils sont spécifiques dans ce qu'ils font. Et Valon, il était vraiment pointu sur le Muay Thai, le kickboxing, mais il savait aussi s'ajuster par rapport au MMA. Et Voilà, c'était un nouveau monde pour lui. C'était aussi un nouveau monde pour lui le MMA, hein. exactement, et j'ai parié gros aussi là-dessus parce que je me suis dit, bon, j'avais Firas qui évidemment lui est un excellent entraîneur en MMA, mais j'avais parié gros parce que c'est vrai que Valon, il ne connaissait pas trop en MMA, mais il avait la connaissance du combat.
Tu vois, Ouais. il savait ce que c'était le combat, il savait ce que et souvent c'est juste ça qu'il faut. C'est quelqu'un qui est passionné et qui sait ce que c'est de combattre. Et voilà. Et voilà, moi j'ai énormément de respect pour lui, même si voilà, les derniers combats, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait, mais les résultats, je lui en ai jamais voulu parce que les camps qu'il a fait, il s'est donné à du 10 000%. Et la raison pour laquelle, par exemple, j'ai perdu mon dernier combat, c'était entièrement ma faute. J'ai jamais reproché quoi que ce soit à Valon. Et je le reprocherai jamais. Parce que je sais ce que j'ai fait comme erreur. Et bon, voilà, on en a parlé. Et j'ai la faute pour laquelle j'ai perdu mon dernier combat. Mes deux derniers combats, c'était entièrement la mienne. Et donc Mais voilà. tu venais aussi des blessures, hein, Tarek, hein. Beaucoup de gens ne savent pas non plus, hein. Certains peut-être le savent, mais tu as quand même eu pas mal de blessures aussi. Tu es revenu quand même à pas mal de blessures. T'as eu aussi quelques opérations et tout. Donc, y a des moments où tu restes un peu parfois sans combattre et puis tu reprends, puis tu es à 100% top. Comme on dit toujours, un combattant, il doit toujours être busy pour toujours être. Peut-être il y a des facteurs qui se jouent aussi, hein. Non? Absolument. Écoute, moi, j'ai jamais parlé de mes blessures parce que voilà, ça concernait personne. Souvent, je vois des combattants, ils parlent de leurs blessures, ils parlent de tchic-tchac. Et moi, ça n'a jamais été. Tout à fait. J'ai jamais trouvé ça comme excuse. Parce que pour moi, à partir du moment où tu décides de prendre un combat, tu le prends, tu le signes, tu y vas. Si Ouais. tu es blessé, personne ne t'oblige à combattre. Personne. Ça vient du karaté, tout ça, hein. Ouais, écoute, si tu décides de prendre un combat, tu prends un combat, tu le prends, C'est blessé vrai. ou pas. Ça, c'est vrai. Si tu ne veux pas le prendre, tu ne le prends pas. Mais voilà, j'ai eu des blessures, j'ai eu des opérations. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il Tout à n'y a aucun fait. combattant qui est à 100% non plus. Mais voilà. Donc, ce qui m'a aussi. J'étais fort inactif pendant pas mal de temps. Mais voilà, j'ai jamais trouvé les excuses par rapport à mes entraîneurs. J'aime pas. Sauf si évidemment l'entraîneur a fait une grosse erreur. Mais j'ai jamais eu ça. Et J'ai puis jamais en eu ça dans ma plus, carrière et en où j'ai plus, à des chaque entraîneurs fois, après un combat, il y a toujours des réunions, des discussions de toutes les choses, plus et moins. Et c'est comme ça qu'une équipe avance. Et c'est comme ça que les Exactement. choses avancent. Mais Ouais, Valon, en revenant pour Valon, c'est vrai qu'il est absolument. très bien. Il a une bonne approche. D'ailleurs, moi-même, quand j'envoie des combattants chez Valon, il est toujours prêt pour les PAO. Il est toujours prêt pour plein de choses. Il est toujours là. Il va peut-être quitter des moments, des heures où il devrait être avec ses enfants et il est à la salle. Tu as tout à fait raison, je suis à Il se, 100% il d'accord se avec toi. sacrifie, il se sacrifie énormément. Et ça, peu de gens réalisent par rapport aux Ouais, entraîneurs, c'est à quel point les entraîneurs se sacrifient pour leur. Et exact. comme toi, en tant que manager aussi, ce que tu fais avec Duelo Management, tu regardes le nombre d'heures que tu passes pour derrière tes combattants. Incroyable. Les gens, ils voient pas ça. Voilà. Et ça, on ne voit pas ça. Les gens ne voient pas ça. Et c'est comme aussi les fans par rapport aux combattants, ils ne voient pas toutes les heures où les combattants ne sont pas sur les réseaux sociaux à montrer ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Tu as tout à fait Et pour raison. Tu sais, arriver là où tu vas. moi, par Ouais, exemple, hein, en venant à moi, tu peux pas imaginer quand, au moment même, il y a une mauvaise période et je n'arrive pas à trouver le combat qu'il faut pour mon combattant, je vais dans des stress pas possibles parce que je fais le tout pour trouver. Et je suis tout le temps à travailler. Les gens ne voient pas ça. Les gens ne voient pas ça. Les gens, il y a peut-être des gens, ils vont voir ça très vite, tu sais, pour eux, mettre un combat, c'est bon, gagner un peu d'argent. Non, ils ne voient pas, il y a tout un truc autour et on travaille c'est pour dur. ça que tu n'as plus de cheveux. Je te jure, le blanc, il commence. Dis-moi une fois un peu, Tarek, tu es venu en Belgique t'entraîner et tout. Tu as vu la Belgique, tu as vu les choses, tu avais quitté depuis longtemps. Comment tu vois cette situation en Belgique en MMA qu'en penses-tu de l'évolution du MMA ici en Belgique et aussi, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui devrait changer pour qu'il y ait un peu plus de Belges athlètes qui puissent aller encore plus loin dans le MMA pour toi? Comment tu vois un peu toute cette situation? Écoute, c'est une bonne question. Quand je suis venu m'entraîner en Belgique, j'ai fait un peu de préparation là-bas, je voyageais beaucoup, j'étais pas dans un encadrement des mieux. J'aurais pu me retrouver dans un encadrement meilleur, mais voilà, en fait la situation dans laquelle je m'étais trouvé, c'est que j'ai trouvé des excellents, par exemple, des excellents lutteurs, des excellents gars en pied-point, des excellents boxeurs, Mhm. mais par exemple des gars qui sont bons en MMA,
très bon complet. Je n'en avais pas vraiment trouvé. Et je pense que ça vient d'une multitude de choses, de différents facteurs, aussi de la culture du sport qui n'est pas encore là. Et je pense qu'il y a des talents. Il y a des talents, je pense, en Belgique. Maintenant, je suis plus retourné depuis quelques années, donc je ne sais pas trop l'évolution par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a des talents, il y a des combattants qui peuvent sortir du lot. Il y a des talents, mais je pense qu'il y a une infrastructure qui doit encore se mettre en place. Parce que je sais que ça fonctionne énormément par rapport aux fédérations et par rapport aussi aux localités, des lois locales. Par exemple, tu peux faire du MMA dans certaines régions et pas dans d'autres. C'est pas juste fédéral, c'est aussi de façon locale. Ouais. Et donc, mettre des événements en place de MMA, regarde avec ce que l'European Beatdown fait, c'est excellent. Ils arrivent à faire des belles cartes. Et ça, je trouve ça excellent parce qu'ils arrivent à essayer de faire monter des talents. Et certains qui signent avec l'UFC, donc c'est des beaux tremplins. Oui, il y en a qui sont partis de là vers l'UFC, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Donc, il y a des choses qui bougent et ça bouge doucement, mais ça bouge sûrement. Mais je pense aussi qu'il y a une chose que les gens ne réalisent pas, c'est à quel point... Par exemple, je parle de moi, mon expérience. Avant de passer pro, j'ai énormément fait de combats amateurs. Que ce soit en Muay Thai, en kickboxing, en karaté, en grappling. J'ai fait même une compétition de judo. Donc j'ai vraiment essayé de toucher à tout, tu vois, avant de faire des combats amateurs de MMA et puis des combats de passer en pro. J'ai vraiment fait beaucoup de petites compétitions à gauche, à droite. Je combattais une semaine en Muay Thai, une semaine en grappling. Tu vois, je touchais vraiment à tout. C'est qui te donne l'expérience en tout. Qui donne l'expérience et après tu te sens plus à l'aise et tu es beaucoup plus actif. Et voilà, est-ce qu'il y a l'opportunité encore maintenant aujourd'hui de faire tout ça? Je pense que oui, mais peut-être que c'est plus trop réglementé. Je ne sais pas trop. Il faudrait que je me renseigne un peu plus. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on a des bons athlètes, et il faut les mettre en avant. Je vais t'expliquer une anecdote que j'avais eue moi quand j'étais à Bruxelles. J'étais voir avec un ami, un gars avec qui je travaillais pour mes combats. Et on s'est retrouvés au centre-ville à parler avec je pense que c'était le bourgmestre, non, c'était le ministre des Sports, ou l'échevin des Sports de Bruxelles. Et ce qu'on voulait, c'était un peu aider, d'une manière ou d'une autre, aider la commune de Bruxelles à promouvoir le sport de MMA, le sport de combat. Et donc, mon ami avait préparé, mon partenaire, il s'appelle Peter. Peter avait préparé tout un speech pour expliquer donc ce qu'il voulait faire et ce qu'il voulait mettre en place pour aider le sport, etc. Et je te promets, on est littéralement rentré dans la pièce. J'étais moi d'un côté de la table, Peter de l'autre côté, et il y avait les cheveux en bout de table. Et il a commencé à parler. Et je te promets, le mec, il nous a pas regardé une seule fois. Il était en train de signer des documents. Et il était là comme ça, il disait Et en gros, il n'en avait absolument rien à faire. Absolument rien à faire. Et ça nous a dégoûtés en fait. Bon, ça nous a pas arrêté à faire ce qu'on voulait faire, mais ça nous a dégoûtés. Et donc je trouve ça dommage parce qu'on avait préparé, on avait mis du temps à mettre les choses en place. Et il n'y avait absolument rien à faire, rien à foutre de ce qu'on voulait présenter, de ce qu'on voulait faire. Et je pense que c'est dommage parce qu'il y a des choses qui essaient d'avancer, des gens qui veulent essayer de faire avancer les choses. Mais tu as des gens qui n'ont absolument rien à foutre, quoi. Dommage. Mais on espère que ça évoluera parce que tu sais, en parlant qu'il y a des infrastructures qui devraient un peu changer, moi, il y a une chose que je le dis et je le dirai encore. On peut évoluer, mais si celui qui est spécialisé en quelque chose, s'il est spécialisé en événementiel, si l'autre il est spécialisé en une salle avec une belle structure, avec des entraîneurs de lutte et tout par exemple, s'il y en a un autre qui est structuré en management ou alors en structuré, moi je dis chacun doit rester dans son domaine et il doit faire tout en sorte d'évoluer ce domaine. Parce que malheureusement, parfois tout le monde touche à tout et ça va pas. Mais je suis quasi sûr qu'il y a des gens, ils ont un don sur quelque chose. Ils ont peut-être un don sur l'événement. Par exemple, le Belgian Beatdown, quand tu vois, il y a un don, il y a l'événement, il se fait, ils le font. Tu en as d'autres. Mais c'est rester dans votre domaine. Rester dans votre domaine et
Moi, en tout cas, c'est l'opinion que je vois. Mais je suis quasi sûr. Regarde la France à l'époque aussi, ils avaient pas mal de combattants qui. Tu te souviens de l'époque de Brazilian Top Team ou je sais pas quoi, là, à l'époque, il y avait tous ces anciens combattants, là, Cassim Annan, il y avait plein de Boris Johnson, il y avait tous ces noms-là. Il y en a plein qui ils ont fait du bruit, ils ont fait du nom et tout. Donc je suis quasi sûr qu'en Belgique, on peut aussi y arriver. Une dernière petite chose, deux dernières petites choses. Tu t'es entraîné avec Endo pendant des années, Dan Anderson, qui est la légende. Dis-moi une fois un peu les meilleures anecdotes que tu pouvais nous dire quand peut-être t'es arrivé là-bas pour la première fois, quand t'es arrivé, comment c'était? Est-ce qu'il t'a cassé le nez aussi comme tout le monde? Ou alors, quelle anecdote, un chouette anecdote que tu peux raconter? Mon nez va toujours bien là. Non, écoute, avec Dan, j'ai énormément de respect pour lui. C'était une machine de guerre. Le gars, il avait là, 38, 39, après 40 ans, il s'entraînait toujours aussi dur. La première fois que j'ai rencontré Dan, il s'entraînait, je pense, pour Bisping, ou même avant ça, je ne sais plus. Il faudrait que je vois ça. Bref. Je me souviens, on avait fait sparring. La première chose qu'on fait, c'est sparring. Et Dan, à l'époque, quand on faisait sparring dans la salle, tout le monde s'entraînait avec tout le monde sparring avec tout le monde, et c'était la guerre. C'était une guerre, mon ami. Tout le monde voulait se mettre KO. C'était à du 100%, pas de casque, petits gants, pas, c'est la même chose. Tout des camionneurs. Sparring avec des poids lourds, les poids légers, sparring avec les poids lourds. C'était une guerre totale. Mais c'était un peu la vieille école. Mais ça nous a permis de remporter des titres, ça nous a permis de mettre Team Quest en avant, et ça a fait monter la salle, ça a ramené beaucoup de gens dans la salle qui nous ont permis de tous évoluer, et donc on a tous grandi de manière assez fulgurante. Une anecdote avec Dan, ce que je peux te dire, c'est que tu vois toutes les cicatrices que j'ai ici. Ouais, je les avais déjà vues auparavant. J'en ai peut-être une de combat et tout le reste ça vient de Dan. Des coups de coude, des coups d'elbow, des coups de tête. C'est vrai qu'il faut se le farcir, lui. Hein. C'est vrai qu'il faut se le farcir. Non, mais écoute, une chose par rapport à Dan, c'est que malgré le statut qu'il avait, à chaque fois que je devais me préparer pour un combat, il était là pour venir m'aider. Blessé, pas blessé, il était là, il était présent pour ses combattants, et c'est un gars qui était vraiment relax, mais quand il fallait s'entraîner, mais il était toujours présent pour les autres. Ah ben, écoute Tarek, top. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Je voulais un peu parler comme ça, c'est le confinement, des vidéos comme ça, c'est toujours top. Au moins, les gens, ils peuvent un peu découvrir les discussions, les bonnes petites choses et tout. Un dernier petit truc et puis on arrête. Le kickboxing, tu as fait du Muay Thai pendant longtemps. Est-ce que tu regardes encore les combats de kickboxing? Je regarde les gros combats. Là, le dernier combat que j'ai vu, c'était Badari contre Rico Verhoeven, le numéro de la revanche. Ouais, je regarde encore un peu, ouais, bien sûr. Quelqu'un que tu aimes bien actuellement chez les kickboxers? Ou une classe spéciale que tu aimes bien regarder? À l'époque, j'adorais Masato, évidemment. Masato. J'étais un grand fan de Masato. Là, pour l'instant, je suis aussi un grand fan de Giorgio Petrosian. Ah ouais, il est bien. Docteur. Il est propre, il est clean. Et encore, il gagne toujours au One. Hein. Il combat toujours, il combat à 65 kilos, c'est ouais, ça, ouais. Il combat au One et il gagne toujours. Hein. Il gagne toujours. Hein. Moi, je crois que, si je me souviens bien, sa seule défaite, c'était quand il ne s'y attendait pas contre le Surinamais. Mais à part ça, c'est un vrai docteur, lui. C'est vraiment un vrai docteur. Il a qu'une défaite en plus sur je sais plus combien de combats. Je pense aussi. Non, c'est incroyable. Un gars comme lui, c'est incroyable. Mais voilà. Et sinon, j'aime bien, je regarde encore un peu de temps en temps. Comme je t'ai dit, la Rico contre Badari, évidemment, c'était un beau combat. Ouais, c'est des choses. Un troisième, on va voir. C'est toujours on aime bien les gros camions là qui se rentrent dedans. Ça fait toujours les poids lourds, c'est toujours une branche. Tarek, écoute, un grand merci. Je vais pas prendre trop ton temps. Un bonjour à la famille. Bonjour à Sylvia. Et
On reste en contact. Confinement, confinement. Reste Je en te jure, contact, bonne chance à ça toi, va. reste en bonne santé. Et Merci, c'est merci pour gentil. l'interview. Tarek, vous aussi, soyez prudents. Ciao. Stay safe, stay home, comme on dit. Et bah, bientôt, on se tient au courant, de toute façon. Ciao, Ciao, ciao. bonne, Ciao, ciao. bonne soirée. Ciao, 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 ciao. 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 Voilà, c'était Tarek. Ça a duré plus que 10 minutes, les gars. Mais c'est pas grave. On est en confinement. Alors, je vais maintenant appeler notre entraîneur ami. Alors, Valone. Faudrait que tu te connectes. Ça a pris un petit peu de temps. Je suis à mon deuxième guest. Alors, Valone, il est où Valone, 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 Valone. Les gars, s'il y en a un qui peut appeler Valone et lui demander d'aller sur Duello, ça serait top. Bon, le temps que Valone vient, je prends Serge. Serge Rademacher. Si entre-temps, si quelqu'un peut joindre Valone et lui demander d'être en live et nous regarder, je le prends juste après Serge Rademacher. Alors j'appelle Serge. Serge, Serge. Serge, comment va mon ami? Tu vas bien? Bien et toi? Désolé, ça a pris un peu de temps. Avec Pas de Tarek, soucis. c'est toujours sympa de discuter avec Tarek, surtout qu'on ne le voit pas tout le temps. Valon n'était pas en ligne, mais à Pas mon de avis, soucis. dès qu'il revient, j'aurai Valon juste après toi, et puis j'aurai Christophe, ou peut-être Christophe et puis Valon. Comment ça va? Ça va. Tu vas bien? Ça va, tu sais que je viens de repousser l'heure du dîner. Tu C'est sais qu'avec le vrai? confinement, le C'est repas est gentil. important. C'est gentil. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Je t'offrirai un bon repas quand le confinement Avec sera fini. plaisir. De toute façon, on a toujours notre rituel hein, de repas de semaine. Serge, alors le confinement, le boulot, tu travailles encore? Tu vas au boulot travailler? Comment ça se passe un peu Bah, comme énormément de Belges, même si évidemment il y a ceux qui sont en première ligne et on leur rend hommage. Mais Ouais. pour moi, c'est du télétravail, hein, puisque évidemment toutes les activités sportives, tous les événements pardon, sportifs, les compétitions sont à l'arrêt. Donc on fait principalement du télétravail, des magazines, Alors pour du beaucoup de gens suivi au bureau. qui ne savent peut-être pas, mais il y en a plein qui te connaissent dans le milieu pied-point même la boxe. Tu es journaliste sur Vous Sport, c'est ancien Oui, Canal+, qui était aussi BTV exact, aussi en RMC même Belgique, temps. oui. Commentateur, présentateur sur les chaînes télévision. Tu commentais aussi tu commentes toujours bien sûr la boxe anglaise, le MMA aussi et le football aussi. Oui, Et principalement le football, évidemment. Et voilà, c'était pas donc présent à s'il y l'antenne, en a mais beaucoup qui ne le le savent sport de pas, combat aussi. tu es aussi un ancien de la boxe anglaise, tu as fait quand même une grande carrière aussi en amateur. En Euh, amateur, effectivement. et, euh, et beaucoup de gens peuvent le savoir, tu n'as pas continué pro parce que tu as eu des raisons de problèmes au genou, je pense, hein, c'est ça, hein? Oui, et puis il y avait la famille aussi, le boulot. Parce que tu devais passer un combat Euh, pro, hein, si je me souviens bien, là. il y avait des possibilités, mais bon, c'est une histoire ancienne. Voilà, voilà, tout à fait. Et donc, comme je disais, tu es un ancien combattant de boxe anglaise. Tu es tombé sur le BJJ. Tu es quand même bien avancé en BJJ, donc tu peux un peu nous expliquer comment, tu devrais peut-être me souvenir certaines petites choses, mais comment tu es tombé dans le BJJ et ta passion qui s'est accrochée dedans, parce que tu as fait aussi des tournois. Ouais, bah écoute, jusqu'à passer 30 ans, j'ai fait mon dernier combat en boxe amateur, en boxe anglaise amateur, vers 30, 31 ans, donc j'y connaissais absolument rien. Et figure-toi qu'à l'époque, donc Canal+, qui était devenu BTV, avait acheté le Pride. Je m'intéressais, on va dire, un petit peu au MMA. C'était quand même très neuf. Il y a eu les premiers UFC qui avaient fait un petit peu scandale aux années 90.
Et puis, je me suis un peu intéressé au K1, au Pride, que je connaissais, on va dire, un peu loin, hein, comme observateur, comme curieux. Et puis, comme on a acheté le Pride, ben, je me suis dit, pour le commenter, il fallait quand même essayer de connaître un petit peu plus le Et vous étiez les promoteur. premiers à commenter en plus quand vous avez acheté. On est les premiers à avoir diffusé de manière, on va dire, assez régulière du MMA. Le Pride, évidemment, c'était la grande référence. C'était même plus fort que l'UFC à l'époque. Hein. On est au début des années 2000, 2004, 2003, 2004. Et donc, pour commenter le Pride, je me suis intéressé au sol. Je me suis intéressé au jiu-jitsu brésilien qui venait compléter la connaissance que j'avais sur la percussion, sur le striking. Et donc voilà, j'ai commencé, comme tout le monde, ceinture blanche. J'ai eu la chance aussi d'avoir des liens avec le Brésil, des liens familiaux. Donc ça m'a permis d'évoluer, d'aller souvent, de faire pas mal de compétitions là-bas et de passer toutes les étapes. Ça a été long, ça a été difficile, mais d'arriver jusqu'à la ceinture noire. Donc c'est un grand plaisir, mais une grande fierté aussi. Et tu as fait des tournois aussi au Brésil? J'ai fait, oui, tous les ans. En fait, j'allais tous les ans au Brésil. Une fois que les championnats de foot se terminaient, vers la fin mai, début juin, j'allais au Brésil. Je passais là un mois et demi, à Goiânia, chez un ami, Fernando Boy, qui a une salle, qui avait une académie. C'est un ancien grand champion brésilien. Et puis de là, j'allais à Sao Paulo, j'allais à Rio. Je prenais mon sac, je partais à l'aventure, j'allais faire des tournois. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on arrête un sport comme la boxe, qui est une véritable passion, qui donne de l'adrénaline, qu'on a ça dans le sang, pour moi, passer au jiu-jitsu qui était tout à fait différent, ça a été quelque chose d'assez spécial, mais j'y ai vraiment trouvé mon compte. Et le fait aussi qu'on puisse faire des compétitions par tranche d'âge, hein, c'est l'avantage en boxe. Il y a un moment, il faut arrêter parce que c'est plus possible. En jiu-jitsu, toutes les 5 ans, on passe de catégorie d'âge qui permet de faire des tournois et de passer, de vivre des grands moments. D'autres blessures? Il y en a eu quelques-unes, hein, mais bon, j'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention ce que disait Tarek. C'était un vrai plaisir de l'entendre. Il faut quand même dire que c'est une référence en Belgique, même au niveau international. Je suis passé avant Valone. Désolé, Valone, c'est aussi une référence dans sa discipline. Donc c'est un plaisir de me retrouver là entre les deux. Mais évidemment, les blessures, ça fait partie de la vie de combattant, entre guillemets. Hein, qu'on soit amateur, qu'on soit professionnel, les blessures sont présentes. Mais il y en a qui sont évidemment parfois plus grave que d'autres, et certains obligent d'arrêter sa carrière. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. C'est quand même des sports durs. Alors on a été au Japon, toi et moi. C'était 2006, 2005, c'était, je sais plus. 2006, j'ai été à vérifier, mais c'était le Pride 31. C'était le 31. Alors il y avait, dans la carte, il y avait des combats terribles. Tu t'en souviens encore le combat qui t'avait marqué ce moment-là? Ou les un ou deux combats? Il y avait Mark Hunt, le combat principal c'était Mark Hunt face en fait à un boxeur japonais, et c'est vraiment pour dire que c'était une autre époque. Nishijima, si je me souviens bien. Nishijima, qui était un pur boxeur qui avait jamais été au sol de sa vie, qui avait jamais donné un kick de sa vie, et qui s'est retrouvé face à Mark Hunt. Et donc lui, il a essayé de boxer pendant tout le combat, mais bon, face à la machine qu'est Mark Hunt, face à une espèce de bloc. Et qui a une bonne boxe anglaise aussi, hein, Mark Hunt. Une très bonne boxe anglaise, donc il a mis sur le ring tout son courage, le japonais, mais c'était pas suffisant. Donc actuellement, de Mark Hunt, qu'est-ce que tu en penses de Mark Hunt, son anglaise, quand il est à l'UFC, quand il est au Pride et tout, qu'est-ce que tu en penses, toi qui viens de la boxe anglaise? Mark Hunt, c'est quand même quelqu'un d'assez complet. Après, il est quand même très statique dans sa boxe. Hein. Je ne vais pas dire que c'était bon pour un poids lourd. Il avait une boxe tout à fait convenable, mais c'est quand même l'ensemble. C'est le fait aussi qu'il utilisait ses jambes. Je ne pense pas que ce soit un très très bon boxeur de boxe anglaise, mais il est très complet et son kick allait très bien avec sa boxe anglaise. Et des encaisseurs, c'est néo-zélandais. Des encaisseurs et quelle longévité. Là encore, passé 40 ans, c'est assez incroyable, malgré les blessures, on y revient. Mais ce jour-là, je me rappelle, tu avais fort aimé ce combat parce que toi qui viens de la boxe anglaise, c'était vraiment le combat. Il y avait aussi Shogun qui avait cassé son bras ce jour-là. Tu te souviens? C'était maintenant que tu as commenté les Pride de l'UFC, c'est quoi ton opinion, tu penses aujourd'hui à l'heure actuelle? Tu penses que le Pride était top de chez top avant, ou tu penses que l'UFC aujourd'hui c'est vraiment ça, ou quelles sont un peu toutes tes opinions un peu
autour de tout ça? Ben, je pense que pour les gens de notre génération, on n'est pas encore très vieux, mais quand même, on est dans la quarantaine, on va le dire comme ça. Je pense qu'on a quand même été fort marqué par le Pride, parce que c'était quand même, ça fait partie du début de l'évolution du MMA, et puis il y avait ce côté mythologique, c'était au Japon, il y avait cette mise en scène, les lumières, l'entrée, la voix qui amenait les combattants, et puis il y avait des personnages tellement incroyables, avec des Wanderlei Silva, des Fedor, Bob Sapp qui a combattu, on se souvient évidemment de ce Et il combat était face à dangereux en plus Saint-Pierre. avant. Donc ça a ce côté, cette mythologie qui était présente au Pride, qu'on n'a plus maintenant à l'UFC, mais il faut quand même avouer que l'UFC a fait évoluer le sport, Ouais, et que c'est devenu la une référence. véritable machine capable de présenter des bonnes cartes semaine après semaine. Après, je vais peut-être étonner certaines personnes, mais moi je préférais les règles du Pride, même s'il y avait évidemment les stomps et les penalty kicks. Avec les 10 minutes du premier round? Avec les 10 minutes du premier round, c'était quand même assez fort, assez impressionnant. Par contre, j'aime pas trop, par exemple, les coups de coude au sol à l'UFC. Je trouve que ça enlève quand même une bonne partie de l'approche technique, du jiu-jitsu, Moi aussi, je du suis un peu grappling, contre. tout ce qu'on peut faire au sol. Donc, après, ce sont des règles reconnues mondialement. Ouais, Donc, tout à fait. qui suis-je pour les contester? Mais j'étais assez séduit par les règles du Pride à l'époque. Après, il faut avouer que le Pride avait aussi son côté obscur en termes de corruption, en termes de lien avec la mafia, en termes de contrôle antidopage aussi. À mon avis, il ne devait pas être très sérieux à l'époque. Non, non, on a vu des choses au plus en backstage avec un Coleman fou furieux. C'était le backstage. En revenant un peu en boxe anglaise, la boxe en Belgique, non seulement pas la boxe en Belgique, mais aussi la boxe anglaise dans le monde entier, les 10 dernières années, l'évolution de la boxe en Belgique les 10 dernières années. La boxe en Belgique et la boxe au niveau mondial. Tout à fait. Si maintenant, en revenant en Belgique, pour toi, la boxe anglaise, l'évolution de la boxe anglaise, comment ça se passe pour le moment? Il faut reconnaître qu'il y a eu quand même pas mal de champions d'Europe sur les 10, même les 12 dernières années. Donc, on n'en a pas eu pendant très longtemps, dans les années 90, début des années 2000. Donc, il y a eu quand même une évolution. Mais je vais quand même t'avouer que je préfère la boxe amateur, moi, en Belgique. Au niveau de la boxe professionnelle, je ne vais pas généraliser, je ne vais pas critiquer. C'est une opinion, c'est ton opinion, bien sûr. Il y a beaucoup de combats qui ne sont pas compétitifs en boxe professionnelle parce qu'il y a les promoteurs qui ont besoin de protéger leurs boxeurs. Donc il y a trop de combats en Belgique, pas tous, hein, il y a des bons combats aussi, et parfois c'est très compétitif, je ne généralise pas, mais il y a trop de combats où on sait d'avance qui va remporter le combat. On sait très bien que le local, quand il y a une certaine catégorie de boxeurs étrangers qui vient, que c'est le boxeur local qui va gagner. Donc, ça me plaît un petit peu moins, c'est pas encore une fois une critique. Moi, je préfère la boxe amateur parce que là, on va dire que c'est cash, tout le monde doit affronter tout le monde, dans les championnats de Belgique notamment. C'est des vrais championnats de Belgique. C'est des vrais championnats de Belgique. La boxe amateur, d'ailleurs, je m'occupe de quelques boxeurs amateurs chocs à Bruxelles et j'y prends évidemment beaucoup de plaisir et je vois de très très bons combats, parfois des meilleurs combats en amateur que chez les professionnels. Après, voilà, il y a de très bons boxeurs professionnels aussi. Et en plus, vous faites des résultats chez vous au Shox avec les gars de la boxe anglaise quand même? Voilà, au niveau bench, on se débrouille. On a beaucoup de jeunes boxeurs de 16, 17, 18 ans. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de les amener à Z si possible, s'ils en ont l'envie et les capacités en tout cas. Et la boxe internationale là, qu'on voit toujours tous à la télévision, on a eu quand même beaucoup de cadeaux. Qu'est-ce que tu en penses déjà, peut-être ces 5 dernières années ou ces 10 dernières années? Ben, moi, je vais prendre l'exemple de 2020. On avait un début d'année qui nous promettait une année 2020 quand même assez exceptionnelle. Là, je parle vraiment de boxe, mais ça peut être aussi en UFC. On avait des gros combats qui arrivaient. Et là, évidemment, tout est interrompu. On est dans le doute le plus total. On ne sait pas quand ça va reprendre. On ne sait pas dans quelles conditions. On ne sait même pas s'il y aura encore des événements publics en 2020 avec cette pandémie. Donc, on est dans le doute le plus total. On avait de gros combats chez les poids lourds. On n'avait plus connu ça depuis tellement longtemps avec Tyson Fury, avec Joshua, avec Wilder, même s'il a perdu contre Fury. On avait un Golovkin Canelo 3 qui s'annonçait sans doute pour le mois de septembre. Donc c'est la preuve que la boxe au niveau mondial marche bien. Et là, je voudrais quand même préciser, on a toujours estimé sur les 10-15 dernières années que le MMA, donc surtout l'UFC,
allaient finir par manger la boxe. Et je pense qu'il y a de la place pour tous les deux. La boxe a retrouvé sa place avec une nouvelle manière de le consommer, avec l'arrivée de grosses chaînes comme DAZN, avec ESPN+, aux États-Unis, avec Matchroom en Angleterre qui fait du bon travail. Donc je pense que la boxe au niveau mondial se porte bien. Mais vu les retombées socio-économiques de la pandémie, ça va pas être facile à mon avis dans le futur. Je pense que les grosses organisations vont survivre parce qu'ils ont du cash et qu'ils ont un petit peu d'avance. Mais par contre, ça va être dur pour pas mal de monde dans le sport des combats, dans l'univers du sport de combat. Donc, ça va être, donc logiquement, après le confinement, ça va être très très dur pour un sportif, qu'il soit MMA ou boxeur ou kickboxeur, même un footballeur. On va parler plutôt plus sport de combat. Ça va être très dur pour lui après un confinement de se dire comment va être l'évolution, enfin la reprise plutôt. La reprise, non? En Belgique, il n'y a quand même pas énormément de personnes qui peuvent vivre du sport de combat, que ce soit du MMA, de la boxe ou même d'autres sports, même du kickboxing, c'est rare. Donc, en général, le combattant a quand même quelque chose à côté. Donc, lui, heureusement qu'il a fait quelque chose à côté pour continuer à survivre. On va utiliser ce mot-là. Par contre, je pense quand même aux propriétaires d'académies, de salles qui sont indépendants, qui doivent quand même avoir beaucoup de mal pour le moment et il faut quand même être inquiet pour eux, parce qu'on ne sait pas quand ça va reprendre. Ça pourrait être mois de septembre, octobre, ça ferait 6 mois sans la moindre rentrée d'argent, donc ça va être difficile pour eux. Au niveau international, ça va être ceux qui sont en haut de l'échelle, qui ont gagné déjà pas mal d'argent, ils ont le temps d'attendre. Les autres, par contre, ça va être difficile. Tous les jeunes boxeurs qui veulent commencer, qui veulent être pro, ça va être très compliqué parce que si on reprend, et encore c'est utopique, septembre, octobre, il n'y aura plus que quelques dates jusqu'à la fin de l'année, donc il y a plein de combattants qui n'ont par exemple pas combattu sur l'année 2020 et donc ils ne savent pas vivre ou survivre sans avoir de rentrée. Et ils ont des contrats. La seule manière de vivre, c'est de pouvoir combattre et tout de à pouvoir fait. gagner. Et en plus, ça, ils ont des combats, ils ont un nombre de combats dans les contrats, ou peut-être souvent nombre de combats, ou alors année, ça dépend comment. C'est généralement le nombre de combats qu'ils doivent combattre. Et est-ce que dans les contrats, c'était peut-être stipulé? Est-ce que s'il y a une pandémie ou quoi que ce soit, donc il y a quand même pas mal de choses qui jouent un grand rôle, hein, surtout que maintenant. Il y a trop d'inconnus pour le moment, on ne s'est pas donné des infos exactes, mais on attend de voir comment ça va évoluer. On va voir avec le foot quand ça va reprendre. Je pense que ce sera des premiers sports parce qu'il y a des grosses pressions économiques, notamment avec les droits télé. Le foot va reprendre, mais à mon avis, si ça reprend, ce sera à huis clos. Donc, est-ce que la boxe, le MMA peut survivre à huis clos? Ceux qui ont des contrats télé, oui, mais pour les autres, ce ne sera pas possible. Donc, je pense que ça va mettre quand même pas mal de monde dans les difficultés. Alors, une dernière petite chose, la boxe anglaise, que ce soit Oscar de la Hoya, Matchroom, ou alors l'autre, là où Fury il est, j'ai oublié le nom, ouais, Top Rank. Tous ceux-là qui n'ont pas encore réussi à remettre un événement, même sans public, quand tu vois et que tu vois le NFL ou le football ou NBA qui n'a pas remis un événement même sans public, puisque tu as donné, et tu vois que Dana White, il veut essayer absolument arriver à faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? C'est la dernière question. Écoute, ce que j'en pense, je pense que de toute façon, il voulait le faire le dernier, la UFC, c'est 248, 49, je ne sais plus, il n'a pas pu le faire, donc c'est quand même, il y avait des gens qui sont responsables. C'était ESPN en l'occurrence, le groupe Disney qui a dit non, c'est pas possible, pas dans ce contexte actuel. Il y a des gens qui souffrent quand même avec le coronavirus. Par contre, pour dévier, il y a quand même la WWE qui eux le font, c'est incroyable. La fédération de catch qui a fait le WrestleMania donc, à huis clos chez eux, dans leurs installations, dans leur centre. Donc voilà, je pense qu'on pourrait le faire si on est sûr et certain que toutes les mesures sanitaires de sécurité et de santé sont respectées, mais je pense qu'aux États-Unis, quand même, la situation est assez compliquée. Il faudra peut-être attendre quand même un petit peu. Je pense que c'est plus raisonnable d'attendre et de revenir d'ici le plus rapidement possible, mais d'ici 2-3 mois pour être certain que tout ça va se dérouler dans les meilleures conditions. Et là, juste petite info, ils sont en train de monter. Ils disent que l'UFC 249 va peut-être être en Floride pour le 9 mai. Et voilà, il y a des bruits qui courent. Donc maintenant, il faut voir si ça va maintenir. L'UFC a un gros contrat télé, donc s'ils sont sous pression, ils sont obligés, ils peuvent survivre avec le contrat télé, mais tous ceux qui n'ont pas ces gros contrats télé, dont les organisateurs
dans les combattants managers, hein, tu sais de quoi je parle. Ouais. Parce que là, ça va être quand même compliqué. Et je pense que l'économie va être en difficulté pour un petit moment. Et je pense que le sport en général et les sports de combat ne vont pas y échapper. Un grand merci, Serge. C'est sympa d'avoir discuté avec toi. Et je te souhaite un bon confinement. Bon appétit, d'ailleurs. Merci. Et écoute, on se tient au courant. C'était sympa. Ouais. Je te souhaite juste une bonne soirée. Et alors, on se tient au courant. Ça va? Et puis, restez en bonne santé, donc restez à la maison. Ouais. Toi aussi. Ciao. Ciao, ciao. Merci encore, hein, Serge. Ciao. Voilà, les gars. Donc, j'ai eu Serge. Maintenant, tu peux raccrocher, Serge? Ouais. Ouais. Salut, hein, Serge. Ciao. Ciao. Voilà, donc j'ai eu Serge. Toujours très top, Serge. C'est une vraie encyclopédie, Serge. Alors, Valon n'y est toujours pas. Alors, si Christophe il y est, je prendrai bien Christophe. J'espère que vous aimez bien nos vidéos. Ah bah il est là, Christophe Van Dijk. Donc je vais le rappeler. Et après, j'espère que Valon sera en ligne. Comme ça, on aura Valon en dernier moment. Salut Christophe. Salut Coquin. Tu vas bien? Je suis désolé, je t'ai fait attendre. Et il est très tard chez vous en plus. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est toujours un plaisir de parler Merci. aux gens, du pays. C'est gentil, c'est gentil. Tu vas bien Christophe? La santé d'abord, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Je n'ai pas à me plaindre. Parce que j'ai la belle vie. Je profite et Il fait beau. ce que j'aime. Donc, Il fait beau là à il fait Phuket. beau. Donc, Van- il fait magnifique. Donc, Christophe Van Dijk, tout le monde connaît en Belgique généralement, mais pour ceux qui, si ça arrivait qui ne connaissaient pas, tu étais judoka international, plusieurs fois champion de Belgique, des championnats en Europe que tu as aussi remporté. Et tu as été pompier, aussi. Tu étais pompier hein, ou je me trompe avec quelqu'un? non, j'ai voulu, c'est Steven qui était pour Ah, c'est Steven Knud, exact. Ouais. Et puis tu t'es converti en MMA. Tu as fait pas mal de combats en MMA et tu es parti vivre à Phuket. D'abord, Exactement. comment est le confinement? Comment se trouve le confinement à Phuket? Est-ce que ça a l'air d'être libre? Est-ce que ça a l'air d'être dangereux? Est-ce que ça a l'air d'être OK? Comment ça se passe là-bas? À Phuket, tout va très bien. On va dire, ils ont mis des règles qu'on doit juste mettre en œuvre, Mhm. qu'on doit juste respecter, je veux dire, et qui sont totalement faciles à respecter. Je veux dire, on ne doit pas rester à la maison 24/24. Ils ont juste mis des barrières aux communes, on va dire, parce qu'on ne peut pas aller d'une commune à une autre, OK. car il y a des communes qui sont beaucoup plus infectées que les nôtres. Donc voilà, nous on doit rester dans notre commune, mais sinon tous les magasins sont ouverts. Bon, les gyms sont fermés, mais on va dire les magasins sont ouverts et on peut aller se promener tout en gardant la distance, bien sûr. Et tu t'entraînes aussi à la Tiger Muay Thai. Ça fait déjà quand même pas mal d'années que tu t'entraînes là-bas. Tu arrives encore un peu t'entraîner pour le moment? Tu arrives encore un peu t'entraîner? Oui, je m'entraîne 2 fois par jour ici à la maison, dans le jardin. J'ai des poids, je fais beaucoup de crossfit pour l'instant, je fais crossfit 1 fois par jour, et puis je travaille au sac, j'ai mis ça à la maison. Mhm. Pour être franc, le confinement, pour moi, est une bonne opportunité. Je vois plus comme une opportunité plutôt Mhm. qu'une peine, car ça me permet de me concentrer sur moi-même et de pouvoir, on va dire, retrouver le chemin. Parce qu'il y a un moment dans une carrière, tu sais très bien, tu travailles avec des athlètes, Ouais. donc tu sais très bien ce que c'est. On se pose des questions, on prend peut-être le mauvais chemin. Et je trouve que le confinement, pour un athlète, c'est une très bonne chose parce que ça permet de te remettre dans le droit chemin ou en tout cas de t'y rapprocher. Donc voilà, je me pose les bonnes questions. C'est comme si tu faisais un reset comme ça. C'est comme si tu refais un reset
et rechanger un peu les paramètres ou revoir les paramètres si tout est en ordre. Et c'est un peu comme ça, quoi. Exactement. Donc, Exactement. Parce que, bon, comme tu sais bien, une question pas facile. Euh, il y a des bons moments, il y a des mauvais. Moi, j'ai eu un très gros mauvais moment ouais, il y je a sais. 4 ans, après mon combat contre Owen FC, quand j'ai combattu Emile Mec. Euh, Ça, on va revenir. le boursier de On va revenir parce que Ah, justement, je voulais. Non, non, t'as bien raison. Je voulais aussi un peu poser parce que beaucoup de gens ne le savent pas les vraies choses derrière, le vrai backstage. Les gens parfois ils pensent directement au record ou alors ils pensent directement au résultat, mais ils savent pas que derrière l'arrière-plan il y a des choses. D'abord, est-ce que le Tiger Muay Thai il est ouvert encore ou il est fermé? non, Toutes toutes les les salles salles sont sont vraiment fermées. fermées, hein. Donc, ici pour l'instant, ils ont dit que c'était fermé jusqu'au fin du mois. Mais je pense que ça va se prolonger. Il n'y a pas de pénurie quand même là-bas, hein. En tout cas, pas de papier toilette quand même. Non, non, pas de pénurie, tout se passe très bien. Il y a juste maintenant, comme par exemple Tiger qui fait très bien, qui aide la population, parce qu'il y a beaucoup de populations qui ont des problèmes pour se nourrir, et Tiger leur donne des repas et ainsi de suite. Ah, top, top. Alors, écoute, on revient un peu à ton record. Alors, tu as un 9,5, mais comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas exactement. Moi, j'ai l'œil sportif aussi, j'ai l'œil d'un manager. Je vois un peu les choses, comment les athlètes se passent. Euh, je suis les athlètes. Euh, j'ai voulu travailler avec toi. J'ai voulu essayer de travailler avec toi. J'ai essayé de m'approcher, mais j'ai pas réussi. On se connaissait pas, on se connaît pas vraiment, vraiment bien. Mais le record 9,5, il y a des choses, des gens, ils ne savent pas. D'abord, tu as été bloqué au One pendant longtemps. Hein, le One t'a bloqué. Hein, le One t'a vraiment bloqué. Si tu peux un peu m'expliquer déjà pourquoi le One t'a bloqué. Et alors, on sait aussi que tu as eu. Ta carrière, elle était top parce que tu es quand même un athlète de haut niveau et il faut te farcir quand on combat. Mais il y a un moment, tu as eu deux défaites qui ont commencé, hein, qui justement étaient Émile et alors tu as eu Pavel Kuch. Les gens, ils savent pas que tu as pris ces combats au dernier moment, je pense. Hein, ou alors il y a eu des blessures. Mais j'aimerais bien que si tu puisses un peu tout expliquer avec le One et un peu ces deux, parce que je pense que, parce que pour moi, je vais dire la vérité, moi, c'est des combattants que tu peux gagner contre. Tu es à la hauteur d'eux, tu es vraiment à la hauteur d'eux, mais il y a eu quelque chose que les gens ne savent pas, et ça serait bien de le savoir de toi-même. Bah ouais, bah voilà, bah, tout simplement, bah, par rapport au One, j'étais très content d'avoir signé au One. C'était une très belle chose pour moi. Pour moi, je me voyais, on va dire, évoluer là. J'avais signé un contrat de 2 ans pour 6 combats en 2 ans. Mhm. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. J'étais content. J'aime bien la stabilité. Ça me permet de me reconforter dans ce que je fais. Et donc voilà, j'arrive là, je prends Dwayne Hines qui a un record de 10-0. J'arrive là, je dis bon voilà, bah, il faut. J'ai peur de personne. Pour moi, c'est du sport. Un combat, c'est T'as un rien à combat. prouver, Je tout à ne fait. refuserai pas de combat. Voilà, et il faut combattre. On s'entraîne pour ça, donc voilà. J'ai fait le boulot, j'ai réussi, j'ai fait un très bon combat. Je me rappelle même que Rich Franklin est venu chez moi me dire félicitations, t'as fait un bon combat, c'était super. Donc voilà, après le combat, je me dis voilà, c'est parti. Euh, on va casser la baraque et on va mettre Tout à la fait. couleur du pays bien haut. Et Parce que puis, tu avais fait un début remarquable, hein. Ça, c'est incroyable. Tu avais vraiment fait un début remarquable. on va dire, on ne peut rêver d'un meilleur début, quoi. Tout à fait, tout à Très fait. bien. Et puis, bon, un mois après mon combat, mon entraîneur du CSA, Marco Vandenbroek, il a contacté le One de nouveau en disant, voilà, Chris est prêt de nouveau à combattre. Donc, donnez-nous une date, donnez-nous un adversaire. On prend n'importe qui. Donc, donnez-nous qui vous voulez et il est prêt. C'est reparti. Et eux, ils ont répondu, ok, on vous dit quoi au plus vite. 2 semaines après, toujours rien.
mon coach renvoie et ainsi de suite. Ça a été comme ça pendant 4-5 mois. Moi, je continue à m'entraîner. Et entre-temps, il te bloque. Entre-temps, le contrat te bloque. Entre-temps, voilà, donc pas de combat. Puis après 6 mois, mon entraîneur il a fait bon, ok, vous voulez pas lui donner un combat, on va faire une chose, il est prêt à combattre pour la ceinture, donnez-lui Ben Askren, pas de problème, on le prend maintenant. Moi j'étais prêt pour, je ne dis pas de problème, on va pour, hein. Mais le problème c'est que il disait que si maintenant je combattais pour la ceinture, ben, je devais signer un contrat de 5 ans après. Et ça, on s'est dit, ah non, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà qu'on est ici à l'arrêt pendant 6 Tout à mois, fait. c'est pas possible. Et en plus, c'était vraiment pour protéger leurs combattants, parce que ils faisaient tout pour Ben Askren, Voilà. c'est la vérité. Oui, vraiment. Donc, et aussi, le truc, c'est que le gars que j'ai battu, donc Dwayne Hines, leur objectif à eux, c'était qu'ils me battent et qu'il aille pour la ceinture. Voilà. Ce qui n'a pas été fait. Donc ils n'étaient vraiment pas dans leur faveur. Puis bon, je continue à m'entraîner. On a fait des mains et des pieds pour essayer de casser le contrat du One. Et mon entraîneur reçoit un mail de, j'ai oublié son nom, le matchmaker de l'UFC, en disant, ben voilà, on a besoin d'un welterweight, UFC Hambourg, Christophe Van Beek peut combattre. Est-ce qu'il est prêt? 2 semaines. Mon entraîneur il est prêt, mais il est sous contrat au One. Ça va être dur. Galère. Il faut pour essayer de casser le contrat. Et ça, je sais, c'est quoi ça, quand tu es en contrat avec quelqu'un? C'est terrible, c'est terrible. Donc on leur a contacté, on a fait des mains et des pieds, j'étais chez l'avocat. Vraiment, c'était terrible. En plus, ils étaient vraiment pas agréables à ce moment-là, le One. Je sais pas si ça a changé, mais peu importe. Et on a fait des mains et des pieds, bon, l'UFC est passé, et je crois que 3 semaines après l'UFC, ils ont cassé le contrat. Donc, au final, j'étais libre, on va dire, après 10 mois de non-travail, on va dire. Ouais. Donc voilà, et puis bon, j'ai eu un contact pour aller m'entraîner à la All-Star Gym, la gym de Gustafsson. Ouais. Et donc j'étais monté là, les gars m'ont repéré, et ils m'ont dit, le manager de Gustafsson m'a repéré, il m'a dit, bon voilà, t'as du potentiel, il y a moyen de faire quelque chose, voilà, on va essayer de regarder pour toi. J'ai dit ok, pas de problème. Donc voilà, les mois passent, moi je continue à m'entraîner, et puis un jour, il me contacte, le man of management, il me contacte, il me dit voilà, j'ai un combat pour toi dans 2 semaines contre Emile Meg. Et je dis c'est bien, mais le problème c'est que dans 2 semaines, j'ai mon opération du jour. Donc c'est un peu galère. Il me dit ouais, mais j'ai ton contrat de BFC là. T'as juste à mettre ton nom et ta signature. C'est tout ce qu'il te faut. Et ben là on réfléchit pas. Je m'étais pas entraîné depuis 2 mois. Mon poids était à 96 kilos. J'avais 2 semaines pour faire 77. 2 semaines pour m'entraîner. Donc j'ai pris un avion le lendemain pour aller m'entraîner 1 semaine à la All-Star. Puis je suis revenu 1 semaine pour faire mon poids et puis pour combattre. Puis j'ai combattu Emile Meg. Et pourtant, tu avais bien commencé le combat. Ouais, j'avais très très bien commencé. Je dis, si j'avais une... Maintenant, on ne sait jamais, mais je ne vais pas prendre d'excuses. Bien sûr. Le gars est très très bien, c'est un guerrier, respect à lui. Mais je pense que si j'avais un camp normal et ma condition comme elle aurait dû être, je crois que j'aurais gagné. Je crois que j'aurais pu peut-être signer un contrat de l'UFC. Et voilà, ça c'était un peu... Et ça m'a fait... Cette défaite. Perdre énormément d'envie, on va dire. C'est pour ça, après j'ai pris... ma carrière, c'était plus là, j'ai un combat, je m'en fous, j'y vais. Et encore, c'est marrant, mais ça fait 4 ans ce combat, et on va dire que ça fait que quelques mois que je l'ai digéré ce combat. Donc c'est pour ça que même maintenant, le confinement me fait du bien, parce que je retrouve l'envie, je retrouve ce feu que j'avais avant, et je recommence à savoir pourquoi
j'ai commencé ça. Moi c'est ce que je le dis et je le redis, ce sont des combattants que tu peux gagner, que tu pouvais gagner, ça c'est sûr, parce que, pas parce que tu es en face de moi, mais j'ai quand même suivi ta carrière, qu'on doit te farcir quand même pendant un combat, je veux dire, et t'es quand même un bon background. Non, c'est vrai, mais voilà, c'est vrai que ça joue énormément beaucoup, les camps d'entraînement, les matchs de dernière minute, tous ces trucs-là, tout se joue, et une défaite quand tu sais que c'était lui qui était la clé de tout et que tout Bien part, sûr. ça arrive. Mais écoute, tu sais, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein, la vie elle est comme ça, on apprend les choses comme ça et on avance. Et Bien sûr, bien sûr. donc voilà. Et après, j'ai vu que tu t'es mis en anglaise aussi. Oui, j'ai fait un peu. C'est juste comme ça, une routine? Ou bien. Oui, maintenant si, encore une fois, j'aime les défis, j'aime les challenges. Je sais que l'anglais, c'est pas mon truc, je viens du judo, donc moi j'ai tout ce qui est lutte, tout ce qui est au sol. Mais voilà, on me propose des combats de boxe, bah, j'y vais. Même si j'ai écouté un peu l'interview avec Serge, même si on me propose des combats en Belgique, moi j'y vais. Ouais. J'aime ça parce que ça me permet de sortir de ma zone de confort et pour moi, on ne peut que grandir hors de sa zone de confort. En parlant de Belgique, en parlant de Belgique, tu as suivi un peu l'événement Ares? Oui, bien sûr, j'ai su parce qu'il y avait Nordin Taleb qui est mon teammate qui allait Ah, courir vous pour vous êtes lui. entraînés ensemble, c'est ce que je me disais bien. Ouais, D'ailleurs, à l'occasion, s'il est là, je lui remets le bonjour, j'ai fait sa connaissance, top gars. ouais, Euh, c'est un très bon gars. Ouais. Maintenant, il y a parfois des bruits de couloir, on ne sait pas si c'est vrai, c'est pas vrai, ou des choses comme ça. Ici, nous, en tant que Belges, ou en tant que, on peut être en tant que journaliste, ou on peut en tant que manager, ou on peut en tant qu'ex-organisateur, ou n'importe quoi, on voit un événement Ares 2 qui arrive avec une fight card avec beaucoup d'étrangers et compagnie, et on voit un main event, on voit Nordin Taleb, top combattant, on le voit combattre contre quelqu'un que j'ai du respect à Martin Wouters. Je le connais pas très bien. J'ai du respect pour tout ce qu'il a fait. On voit lui combattre alors que on pourrait très bien dire que Van Dijk, c'est quand même la personne qui aurait pu Ouais. faire un main event. Est-ce qu'on t'a proposé ce combat ou est-ce qu'il y a eu quelque chose ou Non, vraiment pas du tout? on m'a pas proposé du tout. Il sera pas venu me parler. Donc moi, j'ai repoussé parce que je pense que tout simplement, il ne voulait pas payer le ticket d'avion. C'est un peu le Et problème qu'il y a à Phuket. C'est que c'est dur d'avoir des combats parce que Mais il y a trop pourtant, d'argent. je vais te dire un truc, pourtant, ils ont un groupe derrière eux, ils ont de l'argent et ils sont vraiment capables de payer un billet d'avion, ils sont vraiment même capables de donner même un peu plus d'argent, ils sont capables, mais peut-être qu'il y a un peu de politique dedans. À mon avis, il y a eu Oui, de la c'est politique possible. dedans. Mais c'était un peu de bruit de couloir qui courait et je me demandais, j'étais curieux, tiens, est-ce que Van Dijk avait été appelé pour ça? Mais par contre, ton nom avait été cité parce que je suis entendu en bruit de couloir et ma question était, est-ce que t'avais été appelé pour ça? Je pense que peut-être qu'ils t'ont pris un peu à la légère, ils t'ont jugé un peu à ton record, or que, je le dis encore, on doit te le farcir. On doit te farcir pendant le combat. Et si tu as un camp d'entraînement, très bien, ça aurait pu être un superbe main event contre. Ah bon, qui sait? Peut-être que le futur, quelque chose comme ça reviendra. J'ai vu aussi que tu as. Tu voulais dire quelque chose? Désolé. Non, je voulais juste Ah, dire que aussi, je pense par rapport à Ares que le fait que le main event soit Nordin Taleb aurait été difficile parce que bon, je m'entends vraiment bien avec. C'est vraiment un il bon y a ça gars. aussi. Très bien, merci aussi d'avoir partagé ça. Voilà, je pense que ça n'aurait pas été une bonne chose. Ah, donc si aurait eu ça, tu contenais ça aussi en compte. Oui, je le tenais en compte. Je le tenais en compte. Je savais très bien que voilà, Mais tu aurais pu si être quelqu'un partie de voulait la, me faire t'aurais pu être partie de la fight card même en co-main event, puisque, puisque tu fais. J'ai vu le common event, un des combattants
fondateur du Coin Event était ici au Tiger, je me suis entraîné avec lui aussi. Et bon, il ne savait pas parce que moi ici Bien sûr. en Thaïlande, j'essaie de parler le moins possible français. Je crois que les gens, c'est Arès, on sait qui est le boss de cette organisation et il veut faire monter ses athlètes. C'est pas vraiment des boss, hein. C'est vraiment pas des boss. Ce sont des personnes qui ont une bonne place, mais qui font, qu'il y a du politique. Pour moi, il y a du politique, même si au passage je les connais, même si au passage je le connais, je dis mon opinion, mais ceux qui sont derrière ça, c'est un gros groupe et je pense qu'ils ont beaucoup d'ambition, beaucoup de bonnes choses. Et d'ailleurs, ça peut être un très bon. Même ceux qui gèrent ça, s'ils veulent faire ça bien, ils peuvent faire ça bien. Mais voilà, je rentre pas dans leur truc, c'est leur business à eux. Si moi j'ai un jour cette chance-là à la place de eux, peut-être je verrai les choses différemment. Peut-être ça viendra. Je suis toujours en train de toujours avoir des idées, des projets. Donc toujours, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Exact. Dis-moi une fois un peu, il y a un team que tu as créé, je ne sais pas très bien c'est quoi, le team Envisage MMA. Si tu peux un peu plus dire c'est quoi exactement? En fait, c'est pas moi qui l'ai créé, c'est une personne qui s'appelle Kevin Johnson. Il est d'Angleterre. Il a commencé une marque, donc comme tu as fait ici, une marque de vêtements sport. Et il veut, on va dire, il veut révolutionner le sport, il veut un peu donner aux athlètes ce qu'on n'a pas, donc un peu plus de reconnaissance, parce que c'est un peu difficile en tant que combattant, on n'a pas vraiment beaucoup de reconnaissance. Je vois bien, moi ici, le soutien que j'ai n'est pas spécialement de mon pays, mais plus de pays étrangers, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, il est là pour supporter, nous donner du support. Il nous aide au niveau habillé et tout ça. Et moi, je fais partie des athlètes qui payent aussi. Ah, ok, d'accord. Donc c'est un très bon gars. Il veut faire quelque chose de vraiment très bien avec le sport. Ouais. Et c'est un amoureux du sport aussi. Donc je pense que dans quelques temps, on va entendre de plus en plus parler de... Il faut du temps, hein. C'est toujours comme ça, hein. Quand on lance quelque chose, les gens y croient en 3 mois, mais c'est vrai qu'il faut du temps. Sur n'importe quel domaine, il faut vraiment du temps. Tu as eu l'occasion de t'entraîner avec Tarek Safidine, je l'ai eu là tantôt, et vous vous êtes entraînés ensemble. C'est la première fois que vous entraînez ensemble, je crois. Hein. Non, je m'étais entraîné avec lui, une fois en Belgique. Et puis, bon, lui, j'avais aussi participé à ces stages, bien sûr, parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Quand on a un athlète de ce niveau-là dans notre pays, je crois qu'il n'y a qu'une chose qu'on peut faire, c'est lui montrer qu'on est là et lui montrer notre support. Bien sûr, bien sûr. Donc, oui, il est venu en Thaïlande, il est venu à Tiger. C'était vraiment super de l'avoir ici. D'ailleurs, les coachs ici à Tiger l'adorent parce qu'ils trouvent que c'est vraiment un gars génial. Et c'était magnifique. Et Valon est venu aussi. Donc, belle expérience. M'entraîner avec un gars de ce niveau-là, que demander de mieux. Ah, ça, c'est vrai, ça. Écoute, j'espère toujours que les choses comme ça évoluent, et peut-être même des nouveaux Belges, quand ils arriveront, au moins, ils pourront aussi faire partie un peu du cercle aussi, même si du moins, s'ils peuvent arriver encore, faire partie, si vous êtes toujours là, parce qu'à la fin, vous restez quand même des personnes qui font un peu l'histoire aussi du MMA belge, comme un peu, je disais là tantôt aussi à Tarek, c'est comme, j'ai dit ça, comme un peu les anciens, là, les Français, les premiers qui sortaient, là, les noms là, de l'époque, Brazilian Top Team, là, et tout, les Français il y a eu quand même pas mal de noms qui sortaient, qui ont fait fasciner tout le monde, qui étaient les premiers à partir au Jungle. Donc nous, les Belges aussi, on vit ça aussi, et j'espère dur moins. Est-ce que tu es venu aussi t'entraîner un peu en Belgique? Qu'est-ce que tu penses? Je l'ai aussi posé à Tarek la question. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'évolution du MMA et tout en Belgique? Tu t'es entraîné là-bas et puis maintenant tu t'es entraîné dans les plus grosses teams maintenant, en beaucoup plus grosses. Et qu'est-ce que tu penses qu'ils peuvent être encore un peu améliorés en Belgique, tu penses? Comment tu vois un peu?
Donc, je suis revenu 2-3 fois depuis que je m'entraîne au Tiger. Je suis revenu 2-3 fois en Belgique. Je me suis entraîné en Belgique aussi un petit peu. Je pense que ce qui manque en Belgique, c'est l'ouverture d'esprit. Je pense qu'il y a beaucoup de coachs en Belgique qui pensent tout connaître et ça, c'est une erreur. Ouais. Parce qu'on ne connaît jamais tout dans les arts martiaux. C'est vraiment encore maintenant, à 43 ans, j'apprends encore des choses. Bien sûr, on en apprend tous les jours. Et voilà, donc ça, je pense que c'est une chose. Il n'y a pas assez de professionnalisme. Parce qu'il y a du talent en Belgique. Il y en a vraiment. Je pense qu'on pourrait avoir des Conor McGregor, on pourrait avoir des Dan Anderson, mais je pense que ce qui manque en Belgique, donc c'est ça, donc c'est le professionnalisme, les coachs qui se remettent en question, et aussi, on va dire le 13e homme, hein, le peuple, qui soit derrière les athlètes, parce que quand on voit un Conor McGregor, je ne le trouve pas meilleur que les autres. C'est un très grand athlète, tout ce qu'on veut. Mais il reste un humain. Il a le peuple derrière lui. Voilà, il a le peuple derrière lui. Le peuple derrière lui donne des ailes. Et ça fait quelque chose dans le sport de combat. Parce que l'aspect mental, c'est quelque chose de 90% du combat. Donc, si maintenant il y avait un peu plus de soutien du peuple et un peu moins de jalousie entre les personnes, je pense que ça ferait du bien aux athlètes. J'ai aussi un peu les mêmes opinions que toi. Moi aussi, je pensais comme ça. Je disais aussi... D'ailleurs, on n'a pas assez de nombre encore. On pense qu'on a un gros nombre de MMA en Belgique et des spectateurs, mais c'est pas encore le cas. Il faut encore construire ça. Et c'est pas encore... Quand tu parles de kickboxing, boxe thaï, il y en a énorme. Tu fais un événement à Bruxelles pour la boxe thaï, ils sont tous là. Mais les MMA, je pense, il faut encore construire et il faut bien le construire. Et ce que je disais encore la Tota Tarek, si chacun pourrait dire, moi, je suis spécialisé en organisation, eh ben, tu restes sur ça et spécialise-toi. Tu vas peut-être te casser les dents, tu vas évoluer, tu vas avancer, voilà. Et peut-être que tu vas peut-être te dire, je vais faire peut-être avec un deuxième gars et on va essayer de faire encore plus gros, ouais, mais reste sur ça. Tu es un bon condition coach, évolue-toi encore plus en ça. Je veux dire, tu as une des meilleures salles, évolue. Si tu sais que comme au States ou n'importe quoi, on a besoin des lutteurs et tout, essaie de faire tout pour avoir ça aussi. Essaie d'être. D'ailleurs, chez là où Valon ils sont, ils ont aussi un peu, ils ont bien suivi le truc. Ils ont même un coach de lutte qu'ils ont fait amener. Là, j'ai entendu. Et donc ils essayent de faire les choses bien. Il n'y a que comme ça, c'est investir sur ce truc. Et... Parce qu'il y a un trop, ils veulent être entraîneur, manager, organisateur, podcast, interview, tout, mais ça va pas. Donc, moi, si je fais le... Dis-moi. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est qu'ils pensent que être un entraîneur, c'est dire au gars, tu fais ça, et c'est tout. Tout à fait. Un entraîneur, c'est... Comme je dis, moi, si mon entraîneur, c'est mon père. Quoi. Le gars, si je suis blessé, il va m'envoyer un message dans 1 heure pour me dire t'as mis ta glace. Ouais. C'est ça, être un entraîneur. L'entraîneur, il doit être là constamment. C'est fatigant pour l'entraîneur, mais c'est son job. C'est vrai. Parce qu'à la base, l'entraîneur, il doit avoir le même rêve que toi. Tout à fait. Et ça, maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Et encore. Maintenant, les gens, ce qu'ils voient, c'est la gloriole. Tout à fait. Tout à fait. Je veux être tous les spotlights, mais c'est pas ça. Exact. C'est ça le problème, c'est que un entraîneur, il doit se dire peut-être j'ai des lacunes, mais à 25-30 ans, et à 40 ans, tu seras différent encore. À 50 ans, tu seras encore un entraîneur beaucoup différent. Donc il y a l'évolution et il faut accepter cette évolution. Et je pense qu'il y en a qui ne veulent pas accepter. Ils veulent tout de suite monter au plus haut. Et or qu'ils peuvent évoluer. Même le petit aujourd'hui entraîneur qui n'a peut-être pas été fort en combat ou il n'a pas eu de carrière en combat, il pourrait être un très bon entraîneur. Mais il doit accepter de faire step by step le tout. Bien sûr. Et ça, je dirais toujours, c'est pas parce que tu as été un grand athlète que tu devrais être spécialement un grand entraîneur. Tout à fait. J'ai vu des gars dans mon expérience de judo qui étaient vraiment pas des bons judokas et qui ont été des très très bons coachs. Tout à fait. Parce que leur rêve
de judoka, ils l'ont mis sur leur athlète. Tout à fait. Donc ils donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir que leur athlète atteigne ce rêve. Donc, ouais, voilà. Tout à fait. Ça manque en Belgique. Dernière question. What's the next? Dis-moi. What's the next? Je ne sais pas. J'ai eu des demandes au Brave, à Luawe Warrior, le One. Maintenant, à cause de cette pandémie, c'est un peu difficile. Ouais. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Aussi, je suis en train de me demander si je vais rester en middleweight ou si je vais retourner en welterweight. Donc, ou faire les deux. Donc, en fonction de... Tu te sens bien en welterweight? Tu te sens bien? T'as trop de cutweight à faire? Tu te sens bien en welterweight? J'ai un gros cutweight. Puis, j'ai, on va dire... j'ai 19 kilos à perdre pour faire. Ah, oh, ouf, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais au One, c'est en middleweight, t'avais combattu au One? Welterweight. Ah, c'était welterweight, ouais, donc tu faisais quand même des gros Mais le cutweight. truc, c'est que ce qui était différent, c'est que j'étais suivi par un nutritionniste. Et maintenant, je ne le suis plus. Donc, les derniers combats que j'ai fait, par exemple, j'ai fait un combat contre Mounir Lazez. Et j'ai fait mon cut sans nutritionniste. J'ai fait juste au feeling. Et bon, on perd Ça joue un rôle, hein, ça joue un rôle, tout ça. Si je retourne au welterweight, je vais demander à un professionnel de me suivre. Et j'ai des gars qui pourraient me suivre grâce au contact de Tiger. Donc, le gars qui s'occupe de tous les combattants de l'UFC pourrait s'occuper de moi aussi. Donc, Ah ben, top. Ça m'a fait plaisir d'avoir discuté avec toi, Christophe. aussi. Si un jour tu viens en Belgique, fais signe et on se voit. Et comme ça, on se... Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Un grand merci encore et écoute, on attend que le confinement se finisse et puis on verra bien quelle va être la suite. Ouais, c'est exact. Ah ben parfait. Prends soin de toi. Merci. Restez. Avec grand plaisir. Porte-toi bien et envoie-moi aussi ton numéro de téléphone en privé, comme ça je t'ai sur WhatsApp aussi. Ok, Ça va? je fais ça. Ciao, ciao. Salut. Ciao, ciao. Voilà, donc c'était Christophe. Désolé, ça a pris aussi un peu de temps. Le dernier, c'est Valon. Il est là. Il est là. Je le prends directement. Et c'est le dernier et on finit. Désolé encore, ça a tenu longtemps. Top, Christophe. C'est bien d'avoir suivi les conseils de Christophe. Enfin, d'avoir partagé avec nous. Oh, Yana, ça va? Comment tu vas? Alors, est-ce que tu t'es perdu ou est-ce que tu étais en retard? J'ai pas réussi à te voir là tantôt. Non, c'était un peu plus compliqué que ça. C'est vrai? Ah, t'inquiète. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Ça va. Confinement. On est là. Ah, ouais. Il est quoi? Ah, ouais, les applaudissements, ils ont déjà fini, là, avec leurs applaudissements, là. Tout le monde applaudit, là, 8 heures, là. J'ai même pas vu passer, je suis content, tu sais quoi? Je suis content de faire ces discussions pendant l'applaudissement, parce que ici, ça n'arrête pas pendant 15 minutes, l'applaudissement. Ouais, à 8 heures. Je te jure. Je dis, heureusement que je fais les interviews, les discussions pendant les applaudissements. Ça va sinon la vie à la maison? Comment va? Alors écoute, les salles sont fermées. Comment ça se passe? Comment tu fais? Est-ce que toi-même tu t'entretiens un peu? Ou qu'est-ce que tu fais là maintenant? Les salles sont fermées. Comment est le confinement un peu? Voilà, écoute, les salles sont fermées comme toutes les autres salles, donc on respecte le confinement à la lettre. Et moi, j'essaie de m'entretenir moi-même comme je peux, parce que je sais que le retour va être vraiment bien et que mes élèves vont répondre présents, donc je suis obligé de garder un peu la forme physique, on va dire. C'est bien ça. Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît en Belgique. Hein, tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît. S'il y en a peut-être un ou deux dans mon Instagram qui ne te connaît pas, alors on va leur dire qui tu es. Ça fait que des années que tu es dans le pied-point. Ça fait vraiment des années que tu es dans le pied-point. Tu as fait aussi une bonne carrière. Tu as quand même affronté des combattants comme Erickson et tout, d'ailleurs tu les as battus. Hein. Les gars de Tchakouriki, là quand même la fameuse équipe Tchakouriki, tu as quand même fait des bonnes choses. Et puis tu es passé en tant qu'entraîneur. Et
tu t'es donné à fond dans l'entraînement et aujourd'hui quand même tu es un des entraîneurs quand même en Belgique qui a quand même une bonne écurie aussi, hein, il faut l'avouer, tu as une bonne écurie, tu es resté longtemps à grandir cette écurie, tu as beaucoup de jeunes qui viennent, tu en as beaucoup. S'il n'y en a pas un qui dit qu'il n'a pas été à la Wallonne, c'est pas possible. Ça. Comment se passe aujourd'hui actuellement comment se passe un peu exactement de gérer tout ça? Tu arrives un peu à tout gérer? Entraînement, voyage, famille? Euh, Tu arrives un peu à gérer tout ça ou c'est vraiment dur Écoute, Boukhane, ça c'est vraiment l'arrière du décor. Parce que les gens, en fait, qu'est-ce qu'ils voient? Ils nous voient, bien sûr, qu'on fait des résultats, on ne peut pas toujours faire des résultats, etc. Mais ils ne voient pas tout le travail qui est fourni à l'arrière. Par exemple, un exact? coach, que ce soit moi ou un autre coach, mais dans ce cas-là, je vais parler pour moi, je ne vais pas parler de tous mes confrères qui entraînent en Belgique ou dans le monde. Mais c'est clair que c'est pas facile du tout de gérer tout ensemble, surtout le timing, parce qu'on est occupé avec la boxe, j'ai envie de dire 24 sur 24. Quoi. C'est pas un travail que tu vas faire, que tu vas entraîner 1 heure et demie, Tout c'est à un fait, travail tout à à la fait, heure. tout à Parce fait, qu'avec l'écurie que j'ai moi, comme tu dis, il faut manager ces boxeurs, il faut leur trouver des combats, il faut les entraîner, il faut être là, c'est quand même 15 classes A. Donc ces gens-là, il faut les placer, ils ont des combats, ils s'entraînent 5-6 fois par semaine. Donc ils attendent de ma part que j'arrive à travailler avec des managers comme tout toi à par fait, exemple, ou Dennis Crowley, Abdelastaki en France, pour pouvoir placer en fait tous ces boxeurs. C'est pour ça que je suis obligé de m'entourer avec des bonnes personnes pour pouvoir faire des résultats et boxer dans les plus gros événements mondiaux, j'ai envie de dire. Après, c'est clair que ça demande des sacrifices, mais on est passionné, donc pour moi, tu es passionné, c'est vrai. que du plaisir. Non seulement tu es passionné, et encore aussi, beaucoup de gens ne le savent pas et ne le voient pas aussi, c'est que toi, en tant qu'entraîneur, si on compte pas par jour, pas par heure, on pourrait après compter par mois, par année, par 365 jours, par 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais tu as quand même tenu des PAO pour tout le monde, tu as les bras qu'ils ont encaissé. Donc les gens ils ne voient vraiment pas cet arrière décor qu'il y a quand même un peu de souffrance. Euh, Ballon, je ne sais pas pourquoi dans mon truc il me met que dans 20 secondes ça va se fermer. Je raccroche et je rappelle, mets-toi en ligne, hein. Ok, pas de Parce souci. qu'apparemment je pense quand on reste longtemps, il y a un moment, je pense après 1 heure, je raccroche maintenant, dans 1 seconde je reviens en live Jusque là, et je je suis reprends ma question. ok. Gugu, ça dure 10 minutes puis on est parti. Je sais, désolé. Désolé les gars, c'est parce que je ne voulais pas être interrompu pendant la discussion avec Valon. Je reprends Valon. Ok, Valon il est là, je le rappelle. Je pense que quand on fait 1 heure, il y a un compte à rebours de 1 minute. Voilà. Je suis toujours là. Donc je disais là tantôt, donc je reprends, donc on ne voit pas quand même parce que moi j'ai aussi tenu des PAO. J'ai peut-être pas tenu, t'en as plus d'heures que moi, plus de trucs, mais je sais ce que c'est. Moi, si j'ai eu quelques poids lourds, moi, toi, tu as eu plein de poids lourds, tu as eu plein de tous les kilos, de tous les points, dont les gens, ils ne voient pas ça. Et ça, c'est vraiment l'arrière du décor qui est quand même le plus... hein. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Qu'est-ce que tu peux dire de ça? En fait, quand on tient le poids haut, peu importe si c'est des poids lourds ou des poids légers, mais quand on fait 50 rondes de poids haut par jour, c'est clair que vous devez savoir que, par exemple, moi, je parle de moi-même. Parfois, quand je mange, mes mains, ils continuent à trembler. Ouais, Dû à ce travail qui a été fourni. Ça, les élèves, eux, ils ne le voient pas. Eux, ils viennent, ils tapent sur toi, puis ils partent, ils rentrent chez eux. Mais au bout de 50 rondes, ben, c'est par jour. 6 fois par semaine, 7 fois par semaine, ben, ça fait des dégâts quand même. Mais après, quand on a des poids lourds, comme moi j'ai les deux frères jumeaux,
et les Louis Asbren, et puis t'as un Marco Vlieger qui vient taper sur toi. T'es pas bien. Tu peux pas faire 50 rounds, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, si tu fais ça, tu fais pas ça par passion, c'est extrêmement difficile de continuer, en tout cas sur le long terme. C'est extrêmement difficile. Mais voilà. Et surtout, comme tu disais là tantôt, tu es vraiment un passionné. Hein. Tu es vraiment un passionné. Si tu sais que ce combattant, il a un combat qui va venir et qu'il faut lui donner encore plus de moments, tu es là, tu es toujours là. Je vais sacrifier, je vais tout faire jusqu'au bout. Avec lui, en tout cas, je vais aller jusqu'au bout. Je vais essayer d'être là au présent le jour du combat. Comme je serai là le jour où lui va me demander que j'essaie de m'adapter, par exemple, par rapport aux sportifs de haut niveau, par rapport à leurs horaires de travail, par rapport à leur emploi du temps. Quand c'est des boxeurs de MMA, c'est plus compliqué parce qu'ils ont leur sport, les différents sports à pratiquer, comme les jiu-jitsu, la lutte, puis leur sparring dans les MMA. Donc je m'adapte par rapport à ça pour pouvoir le mettre le plus à l'aise possible, l'athlète. Tu commences à avoir un peu des assistants un peu à côté de toi qui t'aident un peu? Oui, bien sûr, j'ai déjà mon bras droit, il y a Naïm Kala qui est là, toujours avec moi. D'ailleurs, qu'on lui dit bonjour s'il nous entend. On lui dit bonjour aussi à Naïm. Il y a Irfan aussi qui est là, le frère de Dino qui est toujours là et qui m'assiste. Il y a Efta maintenant qui me donne aussi un coup de main. Efta Gassene qui s'occupe aussi des réseaux sociaux de la Volop Team. D'ailleurs, vous faites un très bon boulot en ce moment. Voilà, que je n'oublie surtout pas Alban, qui est encore boxeur. J'aime pas citer des boxeurs qui deviennent coach en même temps, mais Alban, il fait un magnifique travail au Da Vinci. Il est en train de faire monter plein de petits jeunes, des classes D, des classes C, et il donne vraiment un coup de main, et il reste sur la même alignée de la Volop Team, mais il fait un travail remarquable. Et je pense aussi que pour... Grâce à toutes ces personnes que tout ce schmilblick qui fonctionne, parce que tout seul, j'aurais eu du mal à tirer tout ce... C'est vrai, c'est vrai. Professionnel, honnêtement. Mais même quand tu disais là tantôt tu parlais de Alban, même pour lui, en donnant cours à ces jeunes qui montent classe C, classe D, ça le permet lui-même encore de voir l'optique de ce que l'entraîneur il est et que lui-même, même ses techniques, il les fait travailler puisqu'il le donne. Et pour lui, c'est comme s'il avait tout à fait travaillé aussi, au niveau de la psychologie. Hein? Mais je trouve que c'est un avantage aussi parce qu'en fait, exact. D'un côté, ce que moi j'avais envie de lui dire. C'est-à-dire qu'autant que coach, tu vois différemment les choses. Quand le coach les explique, tu dis, ah, ça va. Mais quand tu les pratiques toi-même sur des élèves, tu te dis, mais en fait, il avait raison. Donc voilà, quand il se retrouve, et en même temps, comme tu as dit toi, il travaille aussi ses propres techniques lui-même, qu'il montre à ses élèves. Même les techniques qu'il apprend de vous, qu'il a appris de vous tous, que ça lui permet de donner. C'est comme si tu écris sur une feuille 100 fois. Quand tu arrives en retard en classe, là, je ne peux plus, c'est rentré dans... C'est vrai, hein, c'est comme ça. Hein. C'est la même chose. Et avec les années maintenant, tu as quand même monté pas mal de combattants. T'en as qui ont fait quand même pas mal de top résultats. Notamment, tu as Arman, tu as eu Hicham, tu les as toujours. Tu as encore plein d'autres, tu as Dino, tu as tout le monde. Dino, d'ailleurs, lui, au passage, je le salue parce que lui, il fait toujours des combats de guerre, lui, quand il combat. Tu as eu quand même et puis tu as les deux frères jumeaux aussi, qui eux aussi sont en train de super bien monter, qui font aussi des résultats. Et tu as eu aussi des combattants comme des combattants de l'UFC aussi. Tu as eu Tarek, tu as eu Nordine aussi, tu as Marco Vlieger aussi. Comment les choses, comment tu peux expliquer, comment t'en es arrivé là un peu? Écoute, je pense que tous ces boxeurs, en fait, s'ils viennent jusqu'à moi sans vouloir me lancer des fleurs, c'est que, comme je leur explique et je suis honnête avec eux, je pense qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils viennent chercher les détails. Ouais. Des coachs, sans vouloir manquer de respect à personne, il y en a beaucoup. Non, ça c'est ton expérience, c'est normal. Mais après, quand tu as un certain niveau et que tu as un certain nombre de combats comme Tarek, Marco, Nordine, et que j'en oublie pas d'autres, en fait, eux, ils viennent chercher les détails du mouvement, c'est-à-dire l'intelligence de pouvoir communiquer avec un coach, quand un coach t'explique une technique ou il t'explique quelque chose, qu'il y a plus de points d'exclamation, points d'interrogation, etc.
Donc, vraiment, c'est ça qu'ils viennent chercher, je pense, les sportifs, je dis bien, les sportifs de haut niveau, avec les noms qu'on a cités. Et voilà, on a parlé aussi de deux frères jumeaux, mais c'est deux jeunes qui sont en train de monter. Pas encore l'expérience des autres boxeurs qu'on a cités, c'est-à-dire Tarek, Nordine, etc. C'est des jeunes, ils ont 23 ans encore. Mais en tout cas, très prochainement, ils vont faire parler d'eux. Ils sont déjà sparring partners de Rico Verhoeven. Donc, franchement, quoi de mieux pour eux pour pouvoir Ils ne peuvent qu'apprendre et monter. Et ils ne peuvent qu'apprendre et monter. Et dans les années à venir, c'est eux, ils feront parler encore plus de eux et s'ils continuent toujours bien comme ça. Ah, absolument, absolument. Ils sont très motivés, ces garçons sont très très motivés. Franchement, je ne vois pas d'autre solution que la réussite pour eux, honnêtement. Tu as accompagné Tarek un peu partout à ses entraînements, comme tu le fais maintenant à Nordine aussi, mais tu as accompagné Tarek, tu as été avec lui jusqu'au Canada. Canada, Thaïlande. Tu as été, D'abord, ma question avant d'arriver à Tarek, toi en tant qu'entraîneur pied-point, hein, qui a fait que du pied-point, qui sait que le K1 on avance tout le temps, on avance combinaison, on avance, on recule pas et compagnie. Maintenant que tu t'arrives à venir maintenant t'entraîner en tant que striking coach pour les gars du MMA, quel est ce truc qui change maintenant? Très bonne question. Je vais revenir un peu peut-être depuis le début. En fait, à partir du moment où j'ai commencé, on va revenir sur Tarek, quand j'ai commencé à entraîner Tarek, comme je suis un coach de striking, je me suis dit en fait, je dois faire quoi? Pour m'adapter, je dois comprendre c'est quoi le sol. J'avais jamais fait de sol. Donc je devais comprendre c'est quoi la MMA, qu'est-ce que les gars ils ressentent quand ils sont au sol, etc. Donc j'ai commencé à faire du jiu-jitsu et j'ai commencé à voir les sensations, de voir qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. pour pouvoir m'adapter au MMA. C'est pas la même chose, c'est pas le même sport. Il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas, mais c'est pas le même sport, c'est pas la même chose. Par exemple, des fois, les kickboxers ils jugent les gars de MMA en disant mais il sait pas donner une pêche. Mais il faut savoir que chacun a son style, que eux ils ont 3-4 sports différents à mixer. À faire, donc ils ne peuvent pas être parfaits dans tout, donc il faut leur laisser un peu de jeu dans toutes ces choses-là. Et puis, en fait, c'est moi qui ai dû m'adapter aux fighters. C'est pas eux qui ont dû s'adapter à moi, parce que moi, je viens dans leur terrain de jeu, donc je dois apprendre à les connaître, à connaître leur sport, pour commencer, puis à les connaître eux, connaître leurs points forts, leurs points faibles. Et sur ce terrain-là, que j'essaie de leur apporter mon soutien, en tout cas avec le pied-point. Donc aujourd'hui, quand il y a des gars du MMA qui font du sparring avec des kickers ensemble, si le gars du MMA, il rentre pas, alors que le kicker, il veut qu'il rentre parce qu'il y a un moment ou l'autre, ils sont dans le truc. Donc ils doivent comprendre que il y a deux sports non, c'est deux sports de combat, mais hein, parce que c'est ça que je voulais attendre. C'est ça que je voulais entendre. Donc il y a des choses comme ça qui se passent. Ah, c'est ça, hein. Et après, je lui dis, si on est en MMA, c'est clair que le mec, il va te ramener au sol, et là, c'est toi qui vas rien comprendre. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, on doit remixer tout ça, mais on s'entend bien, parce qu'il faut dire que ces personnes-là qui viennent chez moi, ils viennent essentiellement pour le striking. Donc, eux, ils viennent des fois faire du sparring avec mes élèves et tout, donc ça se passe super bien, une bonne ambiance, c'est vraiment magnifique. Après, quand après il y a les game plans, après tout change, même les kickers, ils jouent des rôles différents aussi, comme les gars du MMA. Ce qui est top, c'est ce que je trouve ça top quand une équipe, quand tout le monde s'aide. Quand je reviens à Tarek, donc il y a eu votre rencontre, toi et Tarek et tout, et vous êtes parti faire des camps d'entraînement. Tu es parti avec lui aussi à la Tristar. T'as entraîné. Comment tu peux un peu dire en quelques mots, quelques phrases, un peu toute cette rencontre avec cette aventure avec lui, voilà. Avec Tarek, en fait, c'était vraiment c'est une coïncidence que je lui ai tenu les paroles, en fait. Il y avait la télé qui était ici à Bruxelles, que la télé était venue et qu'il n'y a personne qui pouvait lui tenir les paroles puisque c'est un bon striker. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a dit, ouais, voilà, il y a quelqu'un du MMA qui est là et tout, il veut une petite chasse PAO. Non, pas lui qui veut, mais c'est son staff, il voulait un teneur de PAO, tout simplement. Moi, je suis arrivé, je lui ai tenu la PAO. Et après disons, l'enregistrement de la télévision, il me dit, ouais, on peut continuer encore un peu et tout, donc on continue, on travaille et tout. Et il a bien aimé
Et puis il m'a contacté, un jour il m'a contacté, il m'a dit écoute, j'aimerais bien qu'on s'entraîne ensemble. Et puis ça c'est le début. Et voilà, puis après je me suis retrouvé au Tristar avec lui, avec moins 30 degrés. Ah oui, 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 puis il y avait la neige Moins 30 énorme là à ce degrés, moment-là. moins 30 degrés à Montréal. Et là, je suis rentré vraiment, je suis arrivé directement dans une des plus grosses écuries du monde quand même en MMA, le Tristar, avec Firas Zahabi. Donc honnêtement, j'ai énormément appris. Ouais, c'est vrai, tu as beaucoup appris avec eux aussi. Ouais, énormément. C'est comment tu trouvais le camp d'entraînement là-bas? Enfin, on va dire l'infrastructure de tout ce Trista. Est-ce qu'en Belgique on peut arriver à ça aussi, une infrastructure de salle comme ça? On peut y arriver, mais il nous faudra du temps. Il nous faudra du temps et ils sont vraiment en avance par rapport à ça. C'est une école à part entière de MMA. Ils font que ça et ils ont des gros champions qui sont déjà présents. Donc Ferraz, il gère tous ses champions, il gère super bien sa salle, il gère bien leur carrière. C'est un bon coach, excellent stratège. Donc on peut y arriver et on va y arriver en Belgique, bien sûr. Mais il faudra Bien pas du temps. sûr, bien sûr, il faut être optimiste, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que je disais encore là tantôt aussi, je sais plus à qui je disais, maintenant vous avez même aussi un très bon lutteur qui est chez vous, qui donne cours aussi. Absolument. Donc il y a de l'évolution quand même. On a des cours de lutte et ça commence à être vraiment complet avec Pablo, Qui lui aussi gère très bien, Zakian. Bonjour à passage à eux aussi. Franchement, ça commence à être vraiment bien. Mais tant mieux, écoute, c'est ce qu'on espère, hein. Il y a tous les nouveaux qui sont en train de monter, et c'est d'arriver à avoir des autres combattants qui peuvent aussi nous faire du bruit et des choses comme ça. Dis-moi une fois un peu aussi, ce que je voulais revenir à ça, encore deux petites choses. Le Cutman, tu as commencé à, à t'intéresser de très 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 près, qui je trouve ça formidable, parce qu'encore aujourd'hui, beaucoup de gens, on voit souvent des salles où ils sont encore là, ils n'ont encore pas compris, c'est le cousin qui est là ou le frère qui est dans le coin, ou il y a qu'un entraîneur, ils n'ont toujours pas compris un peu qu'il y a des choses assez importantes. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Tu avais aussi un séminaire, je ne sais pas si tu l'as fait ou ça a été annulé Non, ou ça se fait. confirmement. Si tu peux un peu m'expliquer un peu le tout. Mais écoute, regarde, moi, en fait, à la base, je suis un passionné de la boxe anglaise. Donc la boxe anglaise, par rapport à toutes ces choses-là, ils sont un peu en avance par rapport à nous. Et puis moi, je m'intéresse à ça de très près déjà depuis plus de 10 ans, d'essayer de savoir comment arrêter un saignement, comment faire des bandages professionnels, etc. Uh-huh. Et de plus en plus, et en plus avec tous mes voyages avec l'UFC, des autres organisations, le One et des autres organisations, ben, il faut dire que j'ai appris des choses. J'ai appris des choses, j'ai regardé, j'ai vu, et je me suis dit, ben écoute, mais en fait on est nulle part. Ouais. Ici en Belgique, moi je parle de la Belgique. En fait dans toute l'Europe c'est une catastrophe, mais en tout cas moi je parle de notre pays, la Belgique, c'est une catastrophe. Tu parles d'un gala de boxe, ben, 9 bandages sur 10 ils sont pas réglementaires. Et les arbitres qui sont là, les stades d'arbitrage qui sont là, ils ne savent même pas c'est quoi un bon bandage, c'est quoi un mauvais bandage. Donc, si on veut être professionnel, le T1 par exemple, il est professionnel, dans la boxe anglaise on veut être professionnel, en allemand on veut être professionnel, ben, le Cutman il fait partie du staff. Exact. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'on ne va jamais être professionnel à 100%, on va être professionnel à 80%. Donc, pour compléter tout ça, moi j'ai envie vraiment d'être un des pionniers à lancer ces formations, à pouvoir former des coachs, tout le monde. Je vais transmettre mon savoir à tout le monde. Comment on met des bandages pro qui coûtent déjà moins cher, ton boxeur ne va pas se blesser, il ne va pas se casser la main. Comment arrêter un saignement, parce qu'avec de la vaseline on n'arrête pas un saignement, avec de la glace on n'arrête pas le saignement, en tout cas pas en 30-40 secondes. Donc, en fait, je veux absolument que tout ce monde évolue. Et si, moi en tout cas, je me sens vraiment concerné parce que je pense savoir, je suis obligé de faire bouger les choses. Si je ne les fais pas, voilà, j'aide pas mon pays, j'aide pas la Belgique déjà dans le sport de combat, j'aide aucun sport de combat, et donc pour moi c'est primordial que chaque coach qu'il sache faire les bandages. J'ai déjà été dans des voyages où il y a des coachs en fait qui viennent,
qui met des bandages qui ressemblent à rien. Le mec, il vient, c'est un gros gars là, il vient, il prend le ciseau, il coupe le bandage, il faut le refaire. Et le mec, il sait pas faire le bandage. Mais il vient, voilà, s'il te plaît, moi et tout. Donc, ce que je veux, c'est qu'on l'apprenne. Il faut apprendre. Donc, il y a des choses à apprendre, il faut apprendre. Donc vraiment, quand ça se termine, il faut vraiment qu'il y ait tous ceux qui écoutent ici, c'est vraiment qu'ils viennent, qu'ils assistent, qu'ils viennent assister, qu'ils viennent apprendre. C'est important. Et, de toute façon, c'est pour eux, Gokan. C'est vrai, c'est pour eux. Moi, en tout cas, je sais déjà faire des choses. Je ne connais pas tout parfaitement. Je ne dis pas tout savoir, mais en tout cas, je peux retransmettre déjà ce que je sais, ce qui est énorme. Bien sûr, mais on apprend tout le temps, de toute façon, Valon. Hein. On apprend tout le temps. Hein. Comment soigner une blessure en 30 secondes? Moi-même, je le sais pas. Et j'étais entraîneur. Mais voilà, mais je ne le savais pas. Je l'ai appris aussi avec la force du temps, avec la force des combats, parce que j'avais des saignements, des ouvertures, il fallait refermer cette blessure, il fallait que le boxeur reprenne dans de bonnes conditions. Tout à fait. Faire de bons bandages pro pour pas se casser les mains. J'ai eu des boxeurs qui se sont cassés les mains, moi-même. Je parle de mes propres expériences. J'ai pas été parfait, j'ai pas fait ça depuis 20 ans, mais j'ai appris avec le temps. Et je voudrais retransmettre ce savoir. Et de toute façon, ça va être bénéfique pour tout le monde. Et tant que le premier séminaire va se faire, le bouche à oreille va faire le... Je pense aussi. Écoute, Valon, un dernier petit truc, comme ça, un peu en vitesse, voir un peu si tu peux... Je sais que tu organises parfois des petits événements, des événements normaux. Parfois, je crois que vous avez déjà fait un grand événement aussi. Mais déjà dans le passé, tu as beaucoup aidé aussi pour les grands événements. Si tu avais les moyens, la ville de Bruxelles t'aidait ou les gros sponsors étaient là, ils t'aidaient, tu es là, tu étais tranquille et tu peux faire ton propre matchmaking avec tes combattants dedans. Ou alors peut-être même un combat de Belges entre Belges ou alors Belges contre ou quelqu'un de chez toi contre un étranger. Quels seraient les 4 derniers ou 3 derniers combats que tu aimerais bien que tes combattants affrontent? Un petit matchmaking de rêve. Parce que parmi tes combattants, ils ont tous une expérience incroyable. Oui, bien sûr. Ils ont franchement, surtout la tête de liste, c'est-à-dire moi, les champs, même ça, ils ont boxé un peu partout dans le monde, dans les gros événements. Ils ont l'habitude. Mais moi, ce que j'aimerais déjà, par rapport où je veux parler de mes boxeurs au début, j'aurais bien aimé faire un Ahmad Taïfoun. Parce que le premier, c'était un match nul. J'aurais bien aimé le faire, si j'avais les moyens. Top. Il faut les moyens. Hicham. J'aurais bien aimé le faire boxer avec un de meilleurs japonais, ou alors une équipe de France, de la France, comme les Bénuis, ou vraiment des boxeurs durs, quoi. Mais chez nous, voilà, quoi, j'aurais bien aimé faire boxer Mohamed Ndoum chez Samir aussi, excellent boxeur. On aurait pu lui mettre, je pense, n'importe qui à lui aussi. Voilà, c'est des boxeurs que j'aurais bien aimé mettre en avant, si j'avais les moyens, bien évidemment. Si tu avais les moyens, bien sûr. Absolument. Après, en poids lourd, j'aurais bien aimé faire boxer mes poids lourds aussi. Et j'aurais bien aimé, pourquoi pas, faire même un gala de MMA et faire boxer des boxeurs de MMA. Bien sûr, vu qu'en plus, il y a énormément de gens de MMA qui s'entraînent chez toi aussi et avec toi aussi. Dis-moi une fois un peu, il y a assez de poids lourds pour le moment dans les catégories de tes Twins? Je ne parle pas de ceux qui sont déjà dans les Glory compagnie, mais ceux qui pour le moment, pour encore plus les faire évoluer, encore plus monter. Est-ce qu'il y a assez de poids lourds pour le moment ou s'il y a toujours un problème de poids lourd? En fait, je vais répondre en 2 temps à ta question. Si tu parles de sparring, ils ont déjà le sparring en allant. Ça c'est sûr, le sparring on n'en parle pas. C'est sûr. Voilà, pour les combats, ici en Belgique, ils ont fait le tour avec... ils n'ont pas battu tout le monde, ouais. Mais ils ont fait le tour de tous les poids lourds, je pense. Après, en Europe, je pense qu'il y a encore du boulot, hein. Il y a des poids lourds. Ouais. Il y a des bons galas qui, malheureusement, avec le confinement, il y a plein de galas qui ont été annulés. Mais il y a en tout cas, il y a un potentiel de poids lourd. Et puis, en poids lourd, il ne faut pas oublier que le chemin est beaucoup plus court que pour de la réussite que d'un 60 kg, d'un 70 kg. C'est pas important en poids lourd, ça va très très vite. Une dernière petite question que je voudrais juste que tu me donnes ton avis. Oui. Si on organisait un événement ici et on ferait dans les cages MMA, et dans les cages on ferait aussi des combats de boxe taille avec les petits gants, tu serais partant ou t'es contre?
font avec des gants. Mais ils l'ont fait avec les gants MMA aussi, eux. Ils le font avec les gants MMA, mais voilà, moi je crois qu'un striker, il est beaucoup plus. Allez, il est beaucoup plus suspect à se casser les mains avec les petits gants, je pense. Tu as tout à fait raison. Mais c'est bien d'avoir ton opinion. Et tu les laisseras aussi faire un 3x5 ou tu restes sur le 3x3? Non, 3x5. 3x3. En striking, c'est long. On reste sur le classique. On reste sur le classique. Mais dans une cage, ça te dérange pas. Ça me dérange pas dans une cage. Je trouve ça bien, il y a de l'espace, c'est pas mal. Ah ben top. À ceux qui entendent ça et qui veulent organiser, ben, ils n'ont qu'à le faire. On a besoin encore plus de combats. Valon, merci pour ton temps. Un grand merci. Ça m'a fait plaisir de... Je te remercie, Joachim. Merci aussi à toi. Et si tu as déjà mangé, si tu n'as pas encore mangé, bon appétit. Parce que là, j'ai dû couper Serge, il n'a pas su manger à cause de moi. Donc, Non, j'ai déjà mangé. Merci beaucoup en tout cas pour ton invitation. avec plaisir. Merci pour plaisir. On en refera encore. C'est le confinement. Je ne joue pas les journalistes. C'est juste de faire passer le temps. Et, Excellente idée. voilà. Ça va. Parfait. Tout ça sera de nouveau sur YouTube. Je vous embrasse très fort. Je t'embrasse très fort. Et bonne chance à toi. Et on se tient au courant. Salut, Joachim. Parfait. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Voilà les gars. Voilà, ben, j'ai eu Valon. C'est fini. Un grand merci à tous. J'espère que vous avez tous adoré. Si vous avez aimé, ben, rendez-vous dans 3 jours ou 4 jours. J'aurai de nouveau 3-4 guests. J'aurai des Américains encore. J'aurai encore des gars de l'UFC. J'aurai aussi pas mal d'autres personnes. Donc, j'aurai même peut-être footballeurs. Donc, on reste en contact. Encore un grand merci les gars. Merci. Ciao, ciao.